Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, vous êtes sur 48 FM en train d'écouter 24 images secondes, votre podcast ciné. Je suis accompagné toujours donc par mes 4 comparses et pour lancer ce jour, je vous propose une question. Et la question c'est, si vous étiez un monstre, lequel seriez-vous ? Genre monstre tout confondu. Monstre, on met tout confondu. On parle ici des monstres mythologiques un peu, vous voyez, style vampire, vampire. Ghoul, etc. Sans blague. Vampire, Prums. Dis ton prénom. Tu dois présenter. Oui, Eva, vampire. Eva, vampire. Ok, pourquoi ? 3 caractéristiques du vampire qui t'appartiennent ? Je suis blanche, j'ai une très faible résistance au soleil. Et j'aime pas l'ail. Et j'adore l'ail. Ah, Mais mince. c'est une forme de vampire spécial qui aime bien l'ail. ok, ouais, je vois. Ouais. C'est un vampire unique. Oui. Et un peu dans le cœur, ça te tue. Ouais, ok. Ouais, je vois. Donc moi c'est Héloïse et je n'ai absolument aucune idée. Eva dira que je suis un loup-garou. Ça, où les gars. Si je suis un loup-garou, c'est pour Shakira, She-Wolf, voilà, Claudine, Monster High, tout ça. En vrai, I guess loup-garou, parce que Eva a dit loup-garou, mais sinon, in my heart, I wanna be une sirène, je crois. Oh wow, c'est trop Ouais. bon choix. Parce que j'adore l'eau, nous retournons toujours à l'eau. Oh, waouh. Voilà. Mais t'as Super. pas un peu peur des abysses et tout? Si. Je sais pas si vous avez vu la forme de l'eau. Mais je Mais moi, dois... le truc qui me chope le pied, c'est anxiogène carrément. Oui. Mais non, je peux pas. Il y a un nom, la Thalassophobie. thalatophobie, c'est vraiment je ça. ne peux Moi, je pas peux me l'être. baigner dans la mer. Non, la même. Incapable, même si je vois C'est mes vrai que pieds. ça fait un petit peu peur. Félicien. Mon monstre Ouais. originel, ce serait Robert dit Bob Razowski Bob Razowski dans Oh wow. dans Monstres et compagnie. Bob Voilà. Razowski. Oh putain, c'est tellement réel en plus. Mais il est tout petit et il marche très très vite. Vous voyez C'est ça. les personnages qui marchent très vite, ils ont une toute petite patte. Voilà. Je t'imaginais moi. Ouais, j'accepte. Et moi, c'est Lucie. Et je crois que je voudrais être genre un dragon, à mon avis, un truc comme Oh, ça. j'adore. Comme dans Shrek. Exactement, ce dragon-là. Moi, j'ai Oui, décidé- la dragonne. La dragonne qui a Mhm. du rouge à lèvres absolument Oui. iconique. Je crois Ah que tu ouais. vas bien être ça, genre tu peux voler et puis en même temps tu es un peu T'es imposant et tout. Je trouve ça trop slay. Ouais, J'avais mais c'est pensé grave, aussi à un truc aquatique, mais en fait ça fait trop peur donc. Les trucs aquatiques, ça avait vite flippé, c'est vrai. Ouais. T'as pas le vertige ? Si. Mais justement, merde. c'est parce qu'on combat nos peurs. Exactement. En étant, Oui, c'est ça. C'est bon. Et arrête, Oui. plus fun que de voler. Ouais. Oui. Si t'avais demandé quel animal tu veux être, j'aurais dit un bird. étourneau. Un étourneau, c'est précis quand même. T'avais tiré un oiseau. Je ou- déteste un étourneau. Mais c'est pas la question. Et encore une fois, ça part en cacahuète, mes questions. Non, mais Marco, et toi ? Ah oui, juste. Du coup, j'ai pensé à vous et pas à moi. Si, le truc de base, c'est parce que c'est mes films préférés, c'est les films de zombies. Et j'ai aussi Ah ouais. j'ai le teint cadavérique bizarre. et le zombie, j'aime trop. Genre, Ah c'est ouais. le truc. Oh ouais, il y a tout un. Si vous avez envie de lire, du coup, il y a Jean-Baptiste Auré qui a fait un livre avec plein de monde sur le zombie et la figure du zombie, ce qu'elle veut dire, anti-capitaliste et tout ça, genre le vampire qui détruit la société et tout ça, et j'aime trop, donc Dab. j'aurais dit. Et aussi, j'ai le teint cadavérique plus que blanc, tu vois, déjà. Et j'ai pas le charisme du vampire, donc ça passe pas du tout. Bah, si, moi je trouve que si. Tu pourrais être un beau Oh. vampire. moi, Non, mais je pense. suis pas un vampire, c'est plus, j'ai pas Ah, le tu veux truc pas. vampire, quoi. Ah non, Non, le t'as sang, la c'est pas mon vision. truc. Je te jure, j'ai la vision. Il suffit de shine comme Robert Pattinson. Exactement. Ah ouais, mais je shine pas au Tu vois soleil. quand il moi. brille, quand il sort de l'église. C'est vrai que c'est stylé ça. Mais je suis pas Pas shiny. partout en fait, quand il brille au soleil, Waouh. Mhm. en général. Voilà, c'était la question pour introduire donc notre super film et personne n'aura dit ce magnifique truc de Frankenstein. C'est vrai. Et donc pour notre émission du jour, on va parler de Frankenstein et on va faire un Oui. arrêt sur Frankenstein. La chance. Donc à l'occasion donc de la sortie de Bride. Cette émission a été décidée avant de voir le film, je tiens à le préciser pour plus tard. Mais oui, et donc on va retracer un peu l'histoire de Frankenstein en partant donc de l'œuvre de Mary Shelley, puis les films de James Whale, en passant donc par Frankenweenie de Burton et Del Toro donc, qui a sorti son Frankenstein il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, on va terminer avec Bride. Mhm. Et on commence tout de suite, donc c'est Eva qui va nous introduire ça. Donc le contexte historique de l'œuvre originale de Mary Shelley. Et vas-y Eva. Oui, mais donc pour comprendre le roman Frankenstein écrit par Mary Shelley en 1818, il est super intéressant de reprendre un peu le contexte dans lequel il s'inscrit. Et ça, c'est vrai plus largement pour tout roman. Ouais. Mais donc c'est parti. Donc Mary Shelley, elle grandit dans un environnement intellectuel très particulier puisque donc elle naît en 1797 et elle est la fille de 2 penseurs importants, donc le philosophe William Godwin et la philosophe féministe Mary Wollstonecraft. Incroyable.
Sa mère d'ailleurs qui meurt quelques jours seulement après sa naissance et donc elle ne l'a pas connue, on va dire. En tout cas, elle n'en a pas souvenir. Et sa vie donc est marquée très très tôt par la présence de la mort. Et j'y reviendrai après, mais effectivement, pauvre Mary Shelley. Mais donc encore adolescente, elle tombe amoureuse du poète romantique Percy Shelley. Et leur relation, elle est absolument scandaleuse pour l'époque parce que donc, elle est mineure et surtout Percy, il est déjà marié avec la jeune Harriet, qui d'ailleurs finira par se suicider après le début de la relation entre Marie et Percy. Pardon. Oui. Félicien, enfin magnifique pouce bleu, je dénonce. Donc en 1815, à seulement 17 ans, elle donne naissance à une petite fille née prématurément. En fait, le bébé meurt quelques jours après, justement après sa naissance. Et dans son journal intime, Mary Shelley va beaucoup se confier à propos de la douleur immense que va provoquer cette perte. Et elle note notamment un rêve très marquant qu'elle fait à cette époque, dans lequel son bébé revient à la vie. Ou en tout cas, elle essaye de le faire revenir à la vie. Elle parle de son bébé tout froid, qu'elle essaye de rapprocher d'un feu pour le réanimer. Et lorsqu'elle se réveille, elle se rend compte qu'en fait, son enfant, il est toujours mort. Et donc, on en reparlera après, notamment avec Héloïse, qui va nous faire une petite présentation sur le rapport création-procréation dans l'œuvre de Mary Shelley. Mais cet événement est effectivement très marquant et sera probablement très important pour l'écriture de Frankenstein quelques années plus tard. Ensuite, un élément très important à mentionner, c'est qu'en fait, en 1816, Mary Shelley séjourne en Suisse, près du lac Léman, avec Percy Shelley, le célèbre poète Lord Byron, et son médecin privé, Polidori, qui d'ailleurs à l'époque entretient, il me semble, une relation avec Monsieur Byron. Et donc cette année est un peu particulière. Cette année est un peu particulière parce que, en tout cas dans l'histoire européenne et même plus largement mondiale, puisque elle est précédée de l'éruption du volcan Tambora en Indonésie, qui va fortement perturber le climat. Et d'ailleurs, 1816, on nomme cette année l'année sans été. Les températures sont plus basses que d'habitude, la pluie est très fréquente, le ciel reste souvent très sombre. Et l'ambiance générale est assez étrange et inquiétante. Et donc, à cause du mauvais temps, le groupe passe énormément de temps à l'intérieur, à lire, à discuter, lire notamment des histoires de fantômes. Et un soir, Lord Byron propose un défi à ses 3 comparses. Chacun devrait écrire sa propre histoire d'horreur. Et en fait, il se trouve que dans l'histoire, il n'y en a que 2 qui auront relevé le défi. C'est Mary Shelley, qui va donc produire Frankenstein, et Polidori, qui écrira le premier grand roman de vampire, qui s'appelle Vampire, avec Lord Ruthven, c'est ça. Mais l'inspiration de ce roman-là se plonge également dans une espèce de rêve éveillé qu'aurait fait Mary Shelley, où elle imagine un scientifique qui parvient à donner la vie à une créature artificielle. Ce rêve qui entre en résonance effectivement avec le contexte scientifique de l'époque, puisque au XIXe siècle, la science progresse rapidement et suscite à la fois la fascination et inquiétude. Les chercheurs étudient notamment les effets de l'électricité sur le corps humain. Et on note à cette époque une théorie qu'on appelle le galvanisme, qui attire donc particulièrement l'attention de ses contemporains. Donc certains scientifiques observent que les décharges électriques peuvent provoquer des mouvements dans les muscles de cadavres d'animaux. Et donc voilà, pour les contemporains, ces expériences donnent parfois l'impression qu'il serait possible de ramener les morts à la vie. Et donc voilà, ces débats scientifiques nourrissent l'imaginaire de l'époque et posent des questions fondamentales. Jusqu'où la science doit aller, peut aller. Les humains doivent-ils chercher à percer tous les secrets de la nature ? Dans le roman, effectivement, le personnage de Victor Frankenstein représente justement cette ambition scientifique extrême. Il cherche à découvrir le secret de la vie et finit par créer un être vivant à partir de morceaux de corps humain. Cependant, dès que la créature prend vie, il est horrifié par son propre travail et l'abandonne. Le roman devient alors une réflexion sur la responsabilité du créateur envers ce qu'il a créé. Et donc oui, et je continuerai et je terminerai en disant que le livre s'inscrit également dans le mouvement littéraire du romantisme, très important au début du 19e. Les écrivains romantiques s'intéressent aux émotions, aux forces de la nature, aux expériences humaines intenses. Et dans Frankenstein, on retrouve de nombreuses descriptions de paysages spectaculaires, comme les montagnes, les glaciers, qui reflètent tous ces aspects-là. Je vois que Félicien veut intervenir. Par rapport au mouvement romantique de l'époque, juste pour souligner aussi qu'on peut considérer que Frankenstein se rapporte à cette question très romantique, à savoir de faire une critique moderne de la modernité, notamment de la raison et de la révolution industrielle en plein essor à cette époque-là. Oui, surtout que c'est important de dire que la science, à ce moment-là, c'était un peu la clé de voûte de la société. On était sur l'industrialisation. Donc critiquer cette science, c'était déjà un acte très militant. Oui, c'est ça. Continuer. On a un petit peu cette idée dans Frankenstein, ce message, que si on s'en tient finalement au code de la raison, ça va nous dépasser, ça va nous détruire. Ouais, moi par rapport à ça, je veux aussi dire que
Mary Shelley écrit ce bouquin, elle est anglaise et ça parle donc de personnes qui sont françaises et suisses. Et c'est aussi par rapport au contexte historique donc, des guerres napoléoniennes qui viennent de se finir. Et donc c'est aussi une critique de cette démocratie. Et en fait, dans le mythe de Frankenstein, dans Frankenstein en proprement parler, on peut voir qu'en fait, c'est comme l'a très bien dit Eva, c'est un amoncellement de plusieurs corps qui serait en fait le corps social. Et donc c'est une critique de ce corps social. Et dans une des lectures de l'œuvre qu'on pourrait voir, en fait, c'est une critique de la démocratie à travers donc ce Frankenstein qui est totalement désincarné, déshumanisé, et qui en fait n'arrive pas à sortir dans cette société qui est pas faite pour lui. Donc en fait, on peut voir ça comme en fait tous les différents intervenants protagonistes du livre, comme en fait différents États qui seraient contre cet État français, ou en tout cas où l'État français a beau être sur des belles valeurs et être pur de base, en fait, il est détruit par le contexte dans lequel il est. Ouais, totalement. C'est une vision de l'œuvre qui est possible. Et le bouquin est complètement fou parce que c'est, mais ça, Héloïse y reviendra tantôt, un amoncellement de plein de trucs et qui fait très choc à l'époque parce qu'on n'est pas habitué à ça. Elle met plein de trucs dedans et effectivement, il y a plein de choses à aller y retrouver, plein d'interprétations à faire de cette œuvre, d'analyse. C'est vraiment super fou et très riche. C'est très riche, bien sûr. Là, je dis une analyse. Je pense que si on avait décidé de juste analyser le livre, on aurait pu vraiment passer 3, 4, 5, 10, 15 heures uniquement sur l'analyse du livre et des concepts qui sont travaillés. On essaiera d'en faire 2-3 plus tard, mais Félicien, tu voulais continuer. Oui, juste une petite dernière chose, parce qu'il ne faut pas oublier du coup que le titre complet de Frankenstein, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Et donc, y a cette idée du coup du Prométhée. Dans la mythologie grecque, c'est ce titan qui va dérober le feu sacré de l'Olympe pour l'offrir aux humains. Pour les hommes des Lumières, au final, le feu sacré, c'est la connaissance. C'est Prométhée qui se fait punir. Ouais, c'est ça. Comme Victor le sera. Clairement, qui sera tué par sa propre création. Ouais, c'est ça. Et donc de la connaissance qui peut être, somme toute, assez violente. Bien sûr. Oui. Voilà. Et juste une petite dernière... Enfin, je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses à dire par rapport à... Il y a Héloïse qui va terminer pour faire une petite transition avec justement... On est en train de la teaser depuis 3 fois en mode « Ouais, Héloïse, la bosse, etc. » Ben, a raison parce que je suis trop intelligente, les gars. Ah, c'est vrai. Oui. Mais vas-y, Félicien, c'est autre chose à dire. Oui, juste de dire peut-être que Frankenstein, peut-être que ça aura peut-être encore plus d'importance par après, mais c'est aussi la création du monstre, du mythe du monstre, mais aussi le mythe du savant fou qu'on pourra retrouver après dans multiples œuvres cinématographiques et même littéraires. Absolument, ouais. C'est vrai que super transmédiatique surtout. Oui, c'est encore maintenant, on parle de Frankenstein, donc qui a été écrit au 18e, c'est ça 19e, pardon, qui a été écrit au 19e. Oui, c'est ça, 18e siècle, bref, je me comprends tout seul, mais oui. Donc il a écrit au 19e, et il y a 2 films qui sont sortis la même année sur, encore une fois, le mythe de Frankenstein, et qu'il adapte justement, qui n'adapte pas à des films, mais qui adapte vraiment le livre en tant que tel. Enfin, je parle vraiment ici donc de l'œuvre d'El Toro, dont on parlera plus tard, mais l'œuvre est encore hyper contemporaine, et surtout dans son contexte, j'ai pas envie de passer pour un virac en disant ça, mais avec les IA qui arrivent et tout ça, c'est vrai que ça pose la question de, tiens, créer un nouveau corps, le transhumanisme et tout ça, c'est une question qui pourrait se poser et qu'on va travailler un peu plus tard. Oui, totalement. Ça rejoint vraiment cette idée de la question romantique, de comment faire une critique de la modernité. Et c'est vrai que, dans un certain sens, ça reste très moderne, malgré le double siècle qui nous sépare de Mary Shelley. Absolument. Ça va être 2 siècles quasiment... Enfin, en 2026, donc à 6 ans près. Ouais. On t'écoute, Héloïse, vas-y. Donc, moi, en gros, je voulais parler de l'analogie création-procréation dans l'œuvre de Shelley et du coup plus largement dans ses adaptations parce qu'on peut tracer plein de liens. Donc ici, moi, j'entends aussi l'analogie création et puis accouchement aussi. Mais donc, il faut savoir que ça ne sort pas de nulle part. Moi, j'avais travaillé sur cette analogie-là pour un travail à l'UNIF, dans mon bachelier, et que en gros, c'est une analogie qui est plus ou moins récurrente dans les fictions et qui est surtout intéressante d'un point de vue genré, de voir comment des hommes peuvent utiliser la métaphore de l'accouchement au même titre que des femmes, mais pas au même titre, comme des femmes, mais pas pour les mêmes raisons, puisque donc l'écriture, donc la création et la maternité, donc la procréation, ont souvent été considérées pour les femmes comme 2 activités antinomiques et 2 activités qui ne peuvent pas se rejoindre. Et donc, utiliser cette métaphore, pour les femmes, c'était un moyen aussi de légitimer leur écrit et leur travail. Je vais épargner tous les débats qu'il pouvait y avoir chez les féministes, par exemple, qui étaient plus ou moins d'accord avec ça, parce que c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, donc, c'est Shelley et Frankenstein. Et j'avais lu un article de Friedman, Susan Stanford Friedman, en bachelier, du coup, quand je faisais mes recherches, il m'avait beaucoup marqué, et où, en gros, elle dresse plutôt un continuum
théorique, un spectre un peu de la métaphore. Et elle a dit que Shelley se rangeait là-dedans, dans la peur de combiner création et procréation. C'est intéressant, ouais. Et que en fait, ça se rangeait justement dans cette peur vis-à-vis de l'idée patriarcale, donc selon laquelle il y aurait 2 types de création. Et on peut constater dans l'œuvre de Shelley une quantité énorme de liens à faire justement de création et procréation et que donc je vais aborder ici en essayant de ne pas être trop longue car vraiment ça j'ai lu plein d'articles, enfin vraiment il y a toute une bibliographie qui pourrait être faite vraiment, donc voilà. Bonjour, vous êtes bien sur 48 FM, vous écoutez le podcast 24 images par seconde, un podcast de cinéma étudiant, et je vais maintenant laisser la parole à Héloïse qui va vous parler de la métaphore création-procréation dans l'œuvre de Mary Shelley, Frankenstein. On peut constater simplement par juste l'histoire que Frankenstein procrée au même titre qu'une femme, puisqu'il donne la vie à une créature. Et donc, il fait avec son cerveau et ses mains ce que les femmes font de leur corps, là où Marie, dans une époque où les femmes ne peuvent pas forcément écrire, d'ailleurs, elle a publié anonymement son livre, elle fait ce que les hommes font généralement, c'est-à-dire écrire un livre. Et ici, dans un article que j'ai lu de Friedman, que je citais tout à l'heure, l'autrice expliquait que Shelley semblait nous dire « Regardez ce qui se passe quand les hommes essayent de procréer et ce qui va se passer quand moi, je vais créer comme un homme. » Et qu'il y a donc un peu ce jeu entre les deux super. Qui est très intéressante. Et du coup, il y a vraiment une lecture analogique à faire à la lecture de Frankenstein pour voir l'écriture aussi et le process créateur de Shelley, puisque dans les 2 cas, il va y avoir un temps de gestation, que ce soit pour le créateur qui va mettre du temps avant de pouvoir avoir son œuvre, que pour Shelley, le temps qu'elle va mettre à l'écrire. Il y a des liens à faire, le fait qu'on a dans les 2 cas une base plutôt embryonnaire, où apparemment, j'ai pas lu le livre, là, honte. Vas-y, t'inquiète. Mais dans le livre, apparemment, de base, il voulait pas créer un monstre difforme, il voulait quand même que ce soit un humain, qu'il ait une taille respectable à son image, et qu'au final, il est très très grand. Et le livre, apparemment, de base, Shelley voulait avoir un conte, quelque chose de plus réduit, et qu'elle a au final un roman qui mélange plein de genres et qui est d'ailleurs décrit parfois comme un livre difforme ou une fausse couche littéraire. J'avais lu. Parce que dans le livre, c'est intéressant, il y a une polyphonie de personnages. Donc on part de 3 personnages qui vont expliquer en fait leur récit, tout en restant sur une plume. C'est un peu particulier. Donc on a cet explorateur qui en fait c'est lui qui raconte les 3 histoires à travers sa plume pour raconter en fait aux gens qui sont sur le Nouveau Monde. Donc on a vraiment cette notion de plusieurs corps mêlés entre eux pour essayer d'expliquer une chose, mais c'est très perturbant. Enfin, comme la plume est très très perturbante. Exactement. Et on peut aussi noter le déni de paternité du créateur Frankenstein et le fait que l'œuvre de Shelley n'avait pas de parents, puisqu'elle l'a publié anonymement. Et donc, il y a plein de liens qui peuvent être dressés que je trouve hyper intéressants. Donc voilà, mais en gros, je trouve que c'est très intéressant de vraiment cette phrase de voir ce qui se passe quand les hommes essayent de procréer et qu'une femme crée comme un homme. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, mais surtout ce que tu expliques avec ce espèce de roman dit difforme. Et je trouve que c'est ça qui est un peu dommage avec les adaptations qu'on a et qu'on voit aujourd'hui, parce que en fait, Frankenstein est tellement rentré dans nos représentations, dans la pop culture, qu'en fait, c'est pas si étrange que ça de voir un film sur Frankenstein, alors qu'à la base, je veux dire, la réception du bouquin était vraiment pas compliquée, mais très spéciale. Et c'est dommage que cette dimension-là soit pas. Peut-être que dans le Del Toro, je l'ai un peu plus senti. Mais dans le Del Toro, je pense que c'est celui qui essaie le plus d'arriver dans cette espèce de récit à plusieurs voix, où différentes personnes vont parler. Je pense que c'est, d'un point de vue évidemment de la forme, uniquement de la forme, celle qui se rapproche le plus en tout cas du livre. Et il y a cette intention en tout cas Del Toro de retourner au texte source et pas de retourner donc à d'autres choses que d'autres films feront. Par exemple, il y a eu des adaptations qui étaient catastrophiques. Et celle Del Toro a au moins cette vertu d'essayer de se baser sur sur ce monstre en fait difforme à plusieurs corps et d'arriver à en faire quelque chose. Ce qui fonctionne plus ou moins, on en parlera plus tard. Mais je veux dire vraiment dans cette analogie. Mais oui. Et donc on va passer directement donc à la suite. Et pour la suite, on va parler donc de l'œuvre de James Whale.
Merci Héloïse. De rien. Apporte ta science romaniste. Toujours. C'est vraiment ça. Et donc, on arrive donc sur l'œuvre de James Whale, donc avec Frankenstein, donc de 1931. Et une petite pause. On reprendra avec Félicien juste après. Mr. Carl Laemmle feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science who sought to create a man after his own image, without reckoning upon God. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation, life and death. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we've warned you. Bonjour, vous êtes bien sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast ciné. Et donc, après avoir parlé de l'œuvre originelle de Frankenstein avec Mary Shelley, on va parler de son adaptation originelle au cinéma avec le Frankenstein de James Whale, sorti du coup en 1931. Et donc ce film, il sort, c'est un film qui émane donc de la Universal, qui est une des majors, donc un des studios principaux à Hollywood. Et donc cette Universal, elle est surnommée à cette époque la maison des horreurs. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle va contribuer à un premier âge d'or finalement du fantastique dans les années 1930. Pourquoi cet âge d'or ? Alors il y a une théorie un peu fumeuse. Non, j'accepte la théorie fumeuse. Qui viendrait du coup du crash boursier de 1929, qui aurait un peu ébranlé l'optimisme américain, ce qui aurait en fait suscité tout simplement des peurs et des angoisses qui sont propices à l'expansion d'un cinéma qui est fantastique. C'est drôle parce qu'en parallèle, on dit justement que c'est aussi l'expansion donc, des comédies musicales qui arrivent plus ou moins dans les mêmes années, pour dire qu'en gros, elles arrivent pour essayer de contrer ça. Et on a les deux opposés, donc les dépressifs et les gens un peu plus joyeux. Quoi. Voilà, mais c'est pour ça, voilà. Est-ce que cette idée est totalement fondée, on ne le saura jamais, je pense. Mais bon, une autre idée qui est un peu plus concrète, c'est aussi que dès les années 20, on a beaucoup de cinéastes et de techniciens allemands qui immigrent à Hollywood. Et donc, eux-mêmes sont emprunts par cette esthétique expressionniste du cinéma allemand. Et donc, tout simplement, on aurait une forte influence de cet expressionnisme allemand dans les années 1930. Et ça se marque effectivement totalement dans le Frankenstein de James Whale et dans tous ces films fantastiques de la Universal. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, juste pour dire, voilà, le monstre à cette époque-là, dans le cinéma fantastique, donc on a évidemment Frankenstein, on peut avoir aussi King Kong, on va avoir aussi L'Homme Invisible que James Whale a aussi réalisé, Dracula, etc. Et avant ça, il y a Nosferatu, tiens, j'y pense en 27. Nosferatu de Murnau, justement. De Murnau, en Allemagne. C'est ça, en Allemagne. Donc, tout se raccorde au final. Et juste, oui, du coup, pour dire que le monstre de cette époque-là, des années 1930, c'est un monstre totalement différent de l'humain normal. On le voit totalement, encore une fois, dans Frankenstein, avec le monstre de Frankenstein. Et c'est aussi toujours un monstre qui ne vient pas des États-Unis. C'est pas un monstre qui émane des États-Unis. Il est toujours très lointain, à la fois dans l'espace, mais aussi dans l'époque. Et ça, encore une fois, on le voit très bien dans le Frankenstein de James Whale, qui se passe dans un univers très... Oui, c'est vrai. très allemand, suisse, et dans une époque qui n'est pas en 1931, à mon avis ça doit être pareil, début du 19e siècle, à l'époque de la création de Frankenstein, c'est ça, du livre. Et voilà, et oui aussi c'est ça, il y a aussi du coup ce monstre qui va attaquer le monde contemporain, enfin attaquer en tout cas, le monde... Ah, tu trouves qu'il l'attaque toi dans le film ? Il se défend. En tout cas, les villageois le ressentent comme une attaque. C'est ça, ils ont peur de la différence en fait. Et pourtant, mais vous me prédisez totalement, étant donné que justement cette altérité, elle a quelque chose de très humain parce qu'en fait, ils souffrent d'être des monstres. Oh. Je vais pleurer les gars. Donc voilà, Frankenstein, tout ça pour dire que Frankenstein n'apparaît pas comme ça sans raison dans le cinéma hollywoodien de 1930. Il y a tout
tout un background. Voilà. Mais donc, pour se concentrer un peu plus sur Frankenstein... Déjà, avant de te Vas-y, lancer, dis-moi. qui l'a vu autour de la table? Tout le monde. Tout le monde, je Lucie pense. aussi, tu l'as vu? Ok, Parce qu'on super. a été au super événement Du Ciné-Club. Nickelodeon. Ouais. De l'université. Je sais, de Liège. j'ai eu un Tout de moment même. un égarement, Lucie, je suis désolé. Tu m'as oublié, on y allait ensemble. On va dire que tu étais derrière moi, donc je t'ai oublié pour une certaine partie du film, c'est pour ça. Vas-y, Aïe, vas-y. aïe, aïe. Ça fait mal. Et donc, oui, et ce film est réalisé donc par James Whale qui est donc britannique et qui est initialement un homme de théâtre, comme le monstre de Frankenstein finalement, parce que effectivement le film est à la fois basé sur le livre de Mary Shelley, mais également sur une pièce, sur l'adaptation du livre en une pièce de théâtre de 1927. Et en général, on peut le dire, il y a énormément d'adaptations théâtrales de Frankenstein tout au long du 19e siècle et début du 20e. Et donc, c'est un homme de théâtre, James Whale, qui va se faire repérer par Hollywood quand il est à Broadway, donc c'est pas n'importe qui non plus. Il va alors être dialoguiste pour le cinéma avant de devenir donc réalisateur et donc de réaliser notamment Frankenstein, à la fois donc Frankenstein, La fiancée de Frankenstein dont on parlera par la suite de 1935, L'homme invisible comme je l'ai dit juste après, Une soirée étrange aussi. Je connais pas du tout. Voilà, moi non plus, je l'avoue. Mais donc, à mon avis, ces trois connus, c'est les Frankenstein et L'homme invisible, évidemment. Ouais. Ensuite, on peut aussi citer un technicien assez important du film, c'est le maquilleur. À l'origine du grimage donc de Boris Karloff qui joue le monstre, la créature, qui est donc Jack Pierce, donc ce maquilleur, et qui a passé pratiquement 6 mois de recherche sur le maquillage de Karloff. Et en fait, ce qui fait la qualité de ce maquillage, c'est que le visage de Karloff, il n'est pas noyé en fait sous ce maquillage-là, et au contraire, il y a un mariage entre le maquillage et le visage de Karloff qui se complète très bien en fait. Et donc, je pense que c'est sans doute ce qui fait le génie de ce maquillage. Et effectivement, c'est vrai que Boris Karloff, grimé en Frankenstein, c'est, je pense, lui qui a figé la représentation. C'est lui qu'on s'imagine quand on c'est pense ça. à Frankenstein. Il a figé la représentation dans l'imaginaire collectif de Frankenstein, je pense clairement. Et on le voit encore dans le film The Bride de cette année. Oui. Absolument. Voilà. Oui, juste pour rebondir par rapport à Jack Pierce, pour vous situer un peu le bourg, il a travaillé donc avec James Whale pendant un bout de temps, mais il a aussi travaillé sur, pour moi, l'un des films les plus intéressants sur le loup-garou, tiens Héloïse, qui est donc le loup-garou de Londres. Et il y a cette fameuse transformation. Et donc lui fait un magnifique maquillage dessus aussi. Et encore une fois, on est sur un visage qui est un peu particulier. Et voilà, très 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 particulier. Et Jack Pierce, du coup, c'est le maquilleur de monstres, hein. Il avait fait La Momie avant. Il a fait, je le regarde ici sur la page Wikipédia, mais il a fait par exemple Le fils de Frankenstein, que je ne connais pas du tout, mais apparemment c'est son petit kiff. Et il a fait, juste le nom du film me fait rire, je ne sais même pas s'il vaut quelque chose, mais Le loup-garou rencontre Frankenstein. Voilà, c'est tout. La rencontre des monstres. Oui, c'est ça. Non, pour le contexte de l'œuvre, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, on peut peut-être passer à l'œuvre en elle-même, je pense. À l'œuvre en elle-même, clairement. Oui, avant tout, un petit tour de table. Qui a aimé? Enfin, qui n'a pas aimé plutôt? Ah, tout le monde a kiffé? Oui, Oui. bien sûr. Ok. Et moi, j'ai même adoré. Ouais, moi aussi, c'est votre scène préférée? Sans la divulgation. Attends, mais moi, comme on a vu les deux à la suite, moi, je confonds ouais. les deux. Mais moi, pense j'adore la scène le moment de la création, donc qui est très différent Bien du coup de sûr. celle du livre. Dans le livre, c'est 2 minutes. Enfin, c'est vraiment 3 lignes dans le livre. Il se réveille, il ouvre les yeux et on est content. Et là, dans le film, ça a dû l'air des plombes. Mais Félicien, tu veux rebondir? Oui, c'est ça. Il faut le dire aussi, c'est qu'en fait, la scène de création dans le labo, alors peut-être que je me trompe parce que du coup, j'ai pas lu le livre, mais c'est une invention de James Whale. Parce que Oui, dans le livre, c'est dans son appartement. C'est Et ça, en gros, et- la créature est allongée. Oui. Il y a un éclair qui tombe dessus. Elle se réveille. Oui, c'est tout. ça. Et Shelley fait seulement dire à Victor que c'est tellement incroyable qu'il peut pas révéler ce succès. Et donc ici, on a toute cette mise en scène dans le labo. C'est vrai que la séquence est vraiment belle avec aussi les deux protagonistes, enfin la femme de Victor et Igor. son ami. Et il y a aussi, c'est Igor hein, dans son assistant, Oui, bien sûr, oui, l'assistant Qui est qui aussi une lui aussi est une invention, invention de mais qui est de mystique. James Qui est, Whale. enfin, Ouais. quand on dit Frankenstein, moi j'imagine maintenant Igor à côté, quoi. Le vieux, Mhm. Ah oui, non, mais le clairement. bossu, etc. Clairement. Oui. Et donc, là, encore une fois, le labo, ça va clairement devenir l'archétype du laboratoire du scientifique fou par excellence, en fait. Donc, Qui va être repris dans toutes les autres adaptations d'ailleurs. Ah oui, clairement. Et même celle de D'ailleurs, Del très Toro. hein. impressionnante. Oui, Même celle de Del Toro. surtout, chez Surtout Del celle de Toro. Toro. Ouais. Et vous, Mhm. vos scènes préférées? Je pense Oui. qu'on peut mettre clairement celle de
celle de la création du monstre. Mais moi, j'ai beaucoup de tendresse pour toutes les scènes où Frankenstein essaye de... Enfin, le monstre de Frankenstein, pardon. Elle a fait l'erreur. Aïe, aïe, aïe. Tente À partir de là, ça va arriver. de créer un lien et qu'en fait, il Je tombe... pleurais. Oui. Quoi? Je vais pleurer. Ouais, il tente de créer des liens et qui en fait... Ouais, je pense. ça tombe à l'eau et... Littéralement. Ah ouais. Littéralement, en fait, je pensais spécifiquement À une scène. à une scène bien précise. Moi, ça me brise le cœur à chaque fois et voilà. Et c'est vrai que cette séquence avec la petite fille, sans en dire plus pour personne qui voudrait regarder ce merveilleux film, c'est du coup j'avais regardé le film quand j'étais en bac A pour Histoire du cinéma, donc il y a un petit temps déjà. Oh, la Et peine, la ce seule cinéma séquence trop triste. qui m'avait marqué, au point que je m'en souvienne jusqu'ici, c'était pas forcément la séquence de création où il crie It's alive, it's alive. Moi j'aime C'est trop. justement cette séquence où tu as Frankenstein. Enfin, voilà, j'ai fait l'erreur aussi. Le monstre de Et de Frankenstein. 2 sur 5, attention. 3 en compétition, 3. Le monstre de Frankenstein qui rencontre Mhm. cette fillette. C'est vrai, ça brise le cœur, quoi. Oui. Voilà. Non, clairement. Moi, je pensais à cette scène-là aussi où j'ai une tendresse folle et effectivement tous les moments de la créature où moi ça me bouleverse simplement. Et oui, je sais pas, j'ai vraiment de la tendresse pour ce personnage-là et du coup, je pensais à cette scène-là de la petite fille et sinon, mais je pense que c'est dans le 2 du coup avec l'aveugle, c'est dans le 2. Oui, hein. c'est dans le 2. Donc voilà, mais scène avec l'aveugle aussi, mais voilà, plus pour plus tard. Et toi, Lucie une Mais scène j'avais aussi la scène avec la fillette en tête, mais pour changer un peu, j'ai aussi le souvenir de la scène où c'est justement Igor qui doit aller s'incruster dans la classe pour voler un cerveau. Oui. Et j'ai trouvé ça trop mignon cette scène, genre il est trop attachant, je trouve Igor. Oui, il est Et, trop mignon, c'est vrai. et ça met un peu d'humour, tu vois, genre on rigole un peu avant de pleurer pour la suite. Et ça m'a fait trop rire, je l'ai trouvé trop silly. Et j'ai trop aimé aussi la scène du moulin. Oh mon dieu, je sais pas si je l'ai aimé moi. Oh, moi, je pleurais de rire. On voit vraiment l'espèce de bout de plastique qui tombe. Et je me dis, ok. Bah, je peux en résumer rapidement du film. Donc, Allez, vas-y, comme vas-y. du livre, on est sur Frankenstein. Donc, on n'a pas encore fait même pour l'œuvre, tiens, j'y pense de base. On part du présupposé que vous avez déjà vu au moins une adaptation et que vous connaissez l'histoire de tête, mais peut-être que vous découvrez Frankenstein avec nous. Et donc, dans cette histoire, le fils du baron, donc Victor Frankenstein, est un médecin émérite qui va s'intéresser à pas mal de choses, à la chimie et tout ça, et qui décide un jour, j'essaie de faire toutes les œuvres d'un coup, comme ça au moins vous aurez cette idée qui sera un peu la base de quasiment toutes les œuvres. Et une fois que c'est fait, il va créer, donc il va prendre des cadavres pour en faire une créature, et cette créature va prendre vie. Grâce à l'éclair, c'est quand même important de le mentionner, mais c'est grâce à l'orage donc que la créature prend vie, justement sur une notion de Galvanisme. de galvanisme, merci. Puis, une fois que la créature arrive, en voyant la gueule du truc, il va fuir vite. Et tout le reste du film, ça va être cette espèce de retrouvaille, la créature qui va continuer à vivre. Donc, on va avoir deux pans de l'histoire. Soit un pan qui va suivre donc, la vie de Victor, donc qui lui va essayer de vivre avec ce qu'il a créé pour essayer de retourner à la normalité. Et la créature qui, elle, doit essayer de s'adapter au monde qu'elle découvre au fur et à mesure. Et voilà. Et après, il y a évidemment cette rencontre entre les deux qui est l'arc final, souvent de quasiment tous, hein, je pense. Ouais, qui arrive dans la dernière demi-heure dans le Del Toro et qui arrive, même chose plus ou moins dans James Whale. Et dans Bright, c'est différent vu que ça arrive plus tard, mais c'est l'idée plus ou moins. En sachant que vers la fin, lors de la rencontre, c'est pas un spoil de dire ça, mais Frankenstein va demander donc à son créateur, vu que personne ne l'aime, de lui créer une fiancée qui pourrait l'aimer. Et là, c'est là que ça change un peu en fonction donc, des adaptations. On fera un point là-dessus. Je pense que c'est pas un spoil de dire comment ça se termine. Enfin, c'est pas pour ça que vous regarderez ces films-là, je pense. Non, non du donc, tout. Voilà. Et voilà. Félicien, tu avais des trucs à dire donc, par rapport justement à l'œuvre de Whale ? Je pense que parler de la science, c'est assez intéressant parce qu'elle a quand même une place assez importante dans l'œuvre de Whale, autant que dans celle de Shelley. Mais avec un regard peut-être plus du XXe siècle. On parlait justement de cette séquence avec les deux cerveaux, enfin le vol de cerveau par Boris. C'est assez intéressant parce que pardon, oui, que dis-je par Igor. Boris Igor, c'est un russe. Oui, Boris en plus c'est Karloff. Oui, c'est ça. Bref, mais donc oui, donc cette séquence, elle commence avec du coup un médecin qui explique à ses élèves à l'université la différence entre un cerveau normal d'un cerveau de psychopathe, de fou quoi. Donc ça se marque totalement dans cette dans les mouvances de la science. Dans les mouvances de la science. Alors j'ai plus le terme exact de cette idée de l'étude des cerveaux, etc. Mais ça
ça rappelle totalement le nazisme et même ses études colonialistes sur les cerveaux des indigènes, je mets des gros guillemets, voilà. Donc c'est totalement en accord avec cette époque-là. Alors je sais pas, est-ce que Whale fait juste une transposition ou est-ce qu'il en marque une certaine forme de critique, parce que on a après du coup Igor qui vole donc le méchant crâne pour Frankenstein. Et finalement, Frankenstein, ça s'avère pas. Enfin, on ne sait jamais si c'est lié à son cerveau ou par son inadéquation avec la société. Enfin, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression qu'on essaye. Enfin, que justement, elle essaye de. Enfin, en tout cas. Moi, j'avais beaucoup vu dans le Del Toro où c'est des gens qui essayent de mettre de mauvaises intentions sur Frankenstein alors que c'est pas du tout le cas. C'est comme on en reparlera, mais quand dans le livre, frère lui demande dans le livre, justement, il y a cette notion de c'est lui qui est responsable de ses actes et il se rend compte de ce qu'il fait. À la fin, par exemple, en gros, il va monter dans le degré de la vengeance jusqu'au dernier point final où il dit qu'il est heureux quand il tue donc Elisabeth. Il va dire dans les films, etc., c'est pas le cas, donc regardez-la, mais dans le livre, c'est le cas. Donc il tue Elisabeth, et quand il tue Elisabeth, il dit là, j'ai ressenti juste de la joie, j'étais heureux que tu souffres, etc. Donc là, la créature devient abominable. Oui, totalement. Et peut-être même au niveau de la science, c'est la science, je pense pouvoir le dire à 100%, qui pousse son créateur à créer Frankenstein. Le monstre de Frankenstein. Déjà éliminé, t'inquiète. Au contraire, notamment du Frankenstein de Del Toro, dont on reparlera, où là, c'est parce que Victor a des traumatismes, notamment liés à sa mère, etc., qu'il va créer le monstre. Par rapport à ça, justement, c'est vrai que la science, à chaque fois, c'est intéressant, mais dans chaque adaptation, on a cette science moderne de l'époque, donc c'est-à-dire la science dans laquelle l'époque se passe, qui est mise en avant. Donc dans l'œuvre de Shelley, c'est le galvanisme. Dans l'œuvre de Whale, justement, c'est l'étude des cerveaux pour montrer qu'en fait les gens sont différents, enfin expliquer donc l'intellect par rapport à de la physique pure. Puis dans l'œuvre contemporaine donc de Del Toro, on a l'incrustation d'effets très numériques justement pour peut-être montrer cette nuance de science, on va dire filmique du coup. Et pas mal de trucs qui sont intéressants, je trouve, justement. Et on a aussi ces trucs du système lymphatique et tout ça, qui est beaucoup plus moderne, du coup, dans l'œuvre de Del Toro. Oui, totalement. Et on va parler du film en tant que tel, ça vous dit? Oui. Le film, faisons une petite critique, vu que c'est notre kiff de base. Alors, qu'est-ce qui fait que vous aimez le film? Et quelles sont vos limites avec Eva? Je suis très très friande de... Alors que j'en ai pas vu tellement que ça, même très peu. Mais dans l'idée, je suis très friande de films fantastiques, un peu horreur, SF, des années 30, 40, 50. Moi, ça me... Je sais pas, j'adore ça. Et donc, a priori, tout était réuni pour que ça me plaise énormément. Et ça a clairement été le cas. Et je reviens encore sur cette figure du Frankenstein qui, moi, me touche beaucoup et j'ai éprouvé énormément de tendresse pour lui. Je peux dire que c'est mon adaptation préférée, je pense, un peu pour une sorte d'espèce de petite naïveté que je retrouve moins dans les autres qui semblent un peu plus prétentieuses, je trouve. Je suis d'accord. J'entends. Prétentieuse, oui, voilà. C'est parce que j'ai pas vu Frankenweenie, ça. Mais j'ai pas vu Frankenweenie non plus. Et là, pour rajouter, je pense que aussi c'est impressionnant de voir comment ça a bien vieilli et que c'est vrai que ça a très bien vieilli. Oui, ça se regarde très bien. C'est ça. Et comme disait Lucie, on rigole tout autant. Bon après, j'aime trop être surprise quand je rigole à des vieux trucs, as if c'était genre à des années-lumière. Enfin non, mais ouais, je trouvais ça hyper bien fait. J'y croyais, j'étais vraiment dedans et j'adore les vieux films et je sais pas, je trouvais le jeu hyper impressionnant aussi. Karlov est vraiment bluffant. Principalement. Et voilà, et puis l'histoire me touche beaucoup aussi, donc voilà. Ouais, super. Moi, juste pour rebondir par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai bien aimé le film, mais c'est pas ma adaptation préférée à cause justement de ce manque de profondeur pour du personnage de Victor, qui est pas pour moi assez développé. Il y a pas assez de. Je veux dire, à aucun moment je le déteste ou je l'aime. Genre Victor, c'est un peu un PNJ quoi. C'est pas lui qui compte dans le film. Moi je le déteste. Ouais, mais il est pas. C'est pas dans ce film-là qu'il est vraiment. C'est vrai qu'il est plus détestable dans d'autres. Hashtag Del Toro. Del Toro, et je trouve que. Oui, dans le Del Toro, c'est fou. Et alors que, je sais pas, moi, mon point d'accroche, c'est moins la créature que Victor. Et justement, je pense que dans toutes les œuvres, celle qui travaille le mieux Victor est donc celle qui m'intéresse le plus. Donc la créature, j'ai du mal à m'identifier à elle, peut-être parce que je suis pas assez pur par rapport à la créature. Oui. Mais oui, je pense que c'est plus ça. Et la créature, effectivement, est super belle dans l'œuvre de Whale. Mais à côté de ça, elle manque un peu elle manque de fond, je trouve. C'est un peu bizarre, mais elle est jamais blindée travaillée. Elle est pas... peut-être dans le 2 plus, hein, mais enfin, dans la suite. Mais ouais, vas-y Félicien. Mais je suis d'accord avec toi sur ça. C'est vrai que j'avais justement noté, mais on en reparlera avec la fiancée de Frankenstein, mais que justement, le monstre est omniprésent pendant tout le film, mais on reste pas beaucoup sur lui au final. On est beaucoup sur les deux personnages autour du créateur,
qui n'est pas Victor en fait, le créateur qui ne s'appelle pas Victor dans il cette s'appelle adaptation. Henri, je pense. Ah, il s'appelle Pour Henri. une Ah, bah, raison, c'est Henri qui est le frère. obscure. Henri, dans le bouquin, c'est son meilleur ami qui est fan voilà. de littérature et tout ça. Une Ok. erreur, sûrement. Je sais pas trop Trop pourquoi. bizarre. Mais... Étonnant. Ouais. Mais oui, Fun du fact. coup, c'est vrai qu'on se base beaucoup plus sur eux, sur la recherche du monstre, sur ses conséquences, sans forcément voir comment lui, voir notamment Ouais. quand il a tué, etc. Ben oui, et Donc je c'est trouve vrai qu'on il sait pas on trop se quoi en sent- faire en fait de ce personnage qui parle pas. On voit que le réalisateur est Ouais. face à un défi parce que comment est-ce qu'on fait pour mettre dans un film parlant, on est sur le début du parlant en plus, Mm. un personnage qui parle pas parce qu'il sait Ouais. pas parler et donc Ouais. on voit que il a du mal à faire et le maquillage, je pense que ça fait aussi que son visage du coup est très impassible et très stone face comme ça, on voit Ah rien. ça par contre je trouve pas, Tu justement. trouves qu'on voit beaucoup de trucs dans son regard? Ah oui, bah, c'est ce que je disais justement, il y a cette idée du mariage entre le maquillage et le visage, c'est qu'on continue à avoir ses émotions, on continue quand même à, Oui, moi, à je voir trouve ce ça qu'il fou, exprime. Ah moi je trouve que ses yeux sont et justement, impassibles il tout le est pas caché par le maquillage. Quoi. Ah, j'ai pas dit qu'il était caché, je trouve justement qu'il est. On lui a dit, j'ai l'impression qu'on a dit à Karloff de garde cette espèce de côté impassible et très stone face, Ouais. et lui il le garde quand même fort. Après, c'est peut-être un ressenti de ma part du coup, mais voilà. Et c'est plus à certains moments qu'il essaye plus avec sa bouche qu'avec ses yeux. Je trouve que ses yeux restent quand même, son regard reste mort. Ce qui fait que son jeu est incroyable et tout ça, hein, mais du coup, il me manque un peu ce truc. Par exemple, Jacob Elordi a beaucoup plus dans son regard. Mais moi, je suis pas tellement d'accord avec ce truc d'impassibilité parce que justement, là, je suis retournée sur des images et en fait, même le maquillage joue de ouf. Genre, autant, comme Félicien explique, ça cache pas son visage, autant il participe aussi de ce truc d'un peu. De visage tout tristoun et tout. Ouais, c'est ça, mais ce visage tristoun, il quitte jamais ce truc tristoun, quoi, tu vois. Il a toujours ses yeux, ses En paupières même temps, tombantes. il n'a pas c'est- vraiment de raison de quitter ce. Bah, non, cette parce que DA. mais justement, c'est ça. avec la petite fille, je trouve qu'on voit son regard qui s'illumine Ouais, et qu'il y a un ouais, truc ouais. de hyper. Je trouve pas que c'est son regard qui s'illumine, plus son sourire, tu vois. Encore une fois, ses yeux restent. Son regard, c'est bizarre à dire, mais il change pas. Genre quand. Je sais pas, j'ai failli spoiler du coup cette scène-là, mais quand il se passe le truc qui se passe, genre son visage change pas trop. Mais après, c'est une perception, j'imagine. I should watch it again. Ouais, moi je trouve justement qu'on, comme tu disais, Héloïse, on voit ce que lui ressort en faisant ça. Ok. Je sais pas, mais bon, voilà. Voilà, Chacun les avis. c'est ça. Autre chose à dire sur cette œuvre-là? Lucie, on vous a pas encore vu. Mais écouté. je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, j'aime aussi beaucoup les décors des films de cette époque-là. Je Ouais, sais pas c'est vrai pourquoi, qu'ils sont c'est vraiment chouettes. tout en papier mâché et tout. Je trouve ça charmant, j'aime beaucoup. Mais ouais, pour les expressions, c'est une théorie de ma part, je sais pas, mais je pense que les films à l'époque, ils prenaient encore beaucoup de plans assez éloignés Ouais. et qu'il n'y a pas encore cette culture de vraiment développer le jeu d'acteur dans les détails et tout. Donc, c'est ma théorie, parce que c'est pas le cas. Et je pense aussi que le maquillage, ça a dû être un peu handicapant pour les petites prothèses et tout Ouais, sur le clairement. visage. Donc voilà. Mais non, j'ai adoré. C'était génial. Félicien, pour finir. Oui, bah, je pense que je ne vais pas dire beaucoup de choses nouvelles par rapport à ce que vous avez dit, mais c'est vrai que l'esthétique, elle est magnifique. Mais je pense que c'est justement cette esthétique très expressionniste allemande. Oui. Et puis ce clair-obscur, enfin, je veux dire, le premier truc Ouais, qui c'est m'a vrai, marqué c'est vrai, c'est vrai. en commençant le film, c'était vraiment c'est cette lumière, cette luminosité très clair-obscur. Et c'est Et il y a des magnifique. idées en même temps, il y a des idées partout. Enfin, Ah les oui, oui. adaptations, rien que la scène du laboratoire, le fait d'avoir imaginé cette scène-là qui est devenue la scène mythique de tous les films avec un savant fou, genre c'est brillant. C'est Genre, que ça tout. marque. Ouais. Mais je pense que voilà, on en reparlera, mais c'est vrai que cette œuvre-là, elle a marqué autant Del Toro que Tim Burton. Et je pense que la plupart des cinéastes qui ont travaillé de près ou de loin sur La figure du monstre. la figure du monstre, ouais. Et donc, si tu disais, Héloïse, que ça a bien vieilli, c'est vrai que par rapport à d'autres films de cette époque-là, c'est vrai je trouve qu'on s'ennuie pas du tout, alors que le film est pas non plus hyper court aussi quand même. Il Si, fait quand même 1h10. 1h10, ouais, donc il est quand même Très assez court, court. justement. Mais le montage est très dynamique par rapport à d'autres films de cette époque-là, où on laisse souvent traîner les cuts, traîner les plans assez longtemps, peut-être trop longtemps. Ici, c'est pas du tout le cas. Non, et c'est donc, vrai. je trouvais ça très agréable à regarder. Et puis, moi, j'ai quand même découvert l'œuvre de Frankenstein par ce film-là. Enfin, je connaissais de nom, Ah, c'était mais... ton premier Frankenstein, Ouais. Là, Je t'avais l'ai jamais vu même dans une série ou dans un truc un Frankenstein à Paris? Oui, si, puisque je pense à l'hôtel Transylvanie, par Ouais, exemple. et j'allais tout. dire, Mais le voilà, chef-d'œuvre. le monstre, je connaissais la figure du monstre de Frankenstein, mais pas l'histoire. Pas l'histoire, ouais. Ok, c'est donc le Frankenstein de James Whale avec Boris Karloff, surtout. On va le retenir lui. On enchaîne maintenant avec donc son deuxième film, La fiancée de Frankenstein. I do think it a shame, Mary, to end your story quite so suddenly. That wasn't the end at all. Would you like to hear what happened after that? I feel like telling it. It's a perfect night for mystery and horror. The air itself is filled with monsters. I'm all ears.
while heaven blasts the night without, open up your pits of hell. Well then, imagine yourself standing by the wreckage of the mill. The fire is dying down. Soon the bare skeleton of the building will be visible. The gaunt rafters against the sky. Et on enchaîne tout de suite avec donc La fiancée de Frankenstein, ou Frankenstein 2 en fait, c'était le titre original de l'œuvre. Le retour de Frankenstein pour être précis. Donc en fait c'est la suite directe du premier long métrage qui sort en 31 et donc là celui-ci sort en 35. Toujours réalisé donc par James Whale, toujours avec le même maquilleur, les mêmes acteurs, à l'exception du maire qui change et qui était très perturbant quand on enchaînait deux films d'affilée. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Oui. bref. Dans ce truc, c'est aussi produit toujours par Universal Monsters, mais Félicien, tu voulais dire? Oui, je voulais juste dire par rapport au rajout des personnages. On a aussi le commissaire et la mégère qui est quand même très présente dans le film et qu'on n'avait pas du tout dans les premiers. Et qui n'est même pas présent dans le livre d'ailleurs. C'est des Voilà. inventions purement Et du qui rajoute pas mal un caractère comique, je trouve, Oui, fort. dans le Ah dans le oui, film. la mégère justement, elle est incroyable. Enfin, mon personnage préféré. Il a Ouais, elle est très drôle. Et j'avais mis le commissaire aussi qui devait être nouveau, mais peut-être qu'il était dans le premier film. Si, dans le commissaire est encore une fois pas présent dans le livre, mais sera présent donc dans le film de Maggie. On s'arrêtera là. Ouais. Ah oui, il est bien Mais là. oui, qui sera de nouveau là et qui sera un peu. Bref, on en reparlera. On Oui. en reparlera. Oui, donc l'œuvre, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire, c'est que dans le livre, en fait, la scène du moulin, on va appeler ça comme ça, dans le livre est pas très longue et en fait dure pas, c'est pas la même chose du tout. Et ça vient plus ou moins au deuxième tiers du film, plus ou moins. Donc là, c'est la suite directe et c'est la suite du livre aussi, en sachant que maintenant on va prendre le point de vue de Frankenstein donc dans le livre, et ici c'est aussi ce qu'on va essayer de faire, enfin de Frankenstein. Ah, je suis éliminé. Donc de la créature. Non, donc on va suivre la créature, et donc beaucoup plus la créature, et donc on va avoir cette scène avec l'aveugle, qui est la scène touchante. Je pense qu'Héloïse... J'ai pleuré des torrents de larmes au Goto, la honte. moi, Ouais. j'avoue que j'ai pas aimé la scène, mais c'est... Allez. voilà. Pourquoi On verra dessus avec Del Toro, parce que Del Toro Ok. reprend aussi cette scène-là, Ouais. et je trouve qu'elle est plus intéressante dans celle de Del Toro que dans celle... Mais voilà, Ok. on reviendra dessus. Autre chose de mentionnable donc dans l'œuvre, donc dans The Bride, c'est que le traitement, en fait, dans le livre, la fiancée, on va l'appeler comme ça parce qu'elle n'a pas de nom, hein, la fiancée n'arrive jamais. En fait, elle n'est jamais réincarnée. Le docteur Frankenstein la tue et détruit tout avant qu'elle puisse arriver, tandis que là, dans l'œuvre, elle renaît, elle arrive. Bah, vous voyez l'affiche du film, c'est pas un spoiler dire ça du tout vu qu'on la voit. Clairement. Et il y a toute cette scène de fin donc, qui est quand même intéressante dans le film. Voilà, donc cette fois-ci on est beaucoup plus rapide parce qu'en fait c'est le même contexte que ce que Félicien a dit juste avant. Et avez-vous aimé l'œuvre? Oui, Oui, mais moins. Bof, ouais, Moi oui. plus. Un peu déçu. Moi, je sais pas où je me situe. Donc je vous écoute et après je ferai mon avis, la base. On commence par ceux qui aiment pas. La parole est à l'accusation. Oui. Non, non. C'est un peu comme ce qu'on discutait en off là il y a 3 secondes à propos du fait que Victor, qui n'est pas Victor dans cette adaptation mais Henri, il me semble, est beaucoup plus, je sais pas, gentil. On sort totalement de cette figure de ce savant fou absolument horrible qu'on déteste et qu'on aime un peu détester. Ouais. Et ici justement, plein d'empathie. Le pauvre petit mec qui a juste envie de vivre sa vie, on vient le faire chier, oh putain. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis même la fin, quand je sais pas dans quelles circonstances je peux expliquer ça, mais On va pas à la toute fin. ouais, mais donc bref, il y a quelque chose à la fin me fait également M'ennuie. penser à ça. Voilà, c'est un peu ennuyant de terminer de cette manière-là et de rendre cette figure du savant fou au moins irascible un peu plus sympa, un peu plus lissé. Et moi, ça m'avait un peu embêté. Je me souviens bien que en lisant Shelley, moi j'avais été, cette partie-là du livre m'avait beaucoup embêté quand il La rédemption. a plein des remords et c'est ma faute et patati patata et En fait, je suis responsable. je suis responsable et ça m'avait vraiment ça m'avait énervé et c'est un peu effectivement c'est un peu tout ce délire là dans le film aussi de Wales mais Ouais, non, clairement, le problème c'est qu'ils essaient de. Enfin, on doute même plus dans le 2. Dans le 1, il y a toujours ce doute de savoir si c'est un bon ou un méchant. Dans le 2, il y a plus de doute qui ouais, existe. voilà c'est ça. Et je l'entends. Par contre, je trouve que graphiquement, il est monté d'un step. Là, je viens donc du coup de la parole à la défense, on va dire ça comme ça. Mais ouais, je trouve que graphiquement, c'est beaucoup plus beau que le premier. Notamment, il y a encore cette scène de It's alive, it's alive. Mais il reprend les clichés, enfin les tropes du 1 qui sont devenus mythiques, donc déjà en 3 ans, en 4 ans plutôt. Et il reprend à la fois des éléments du livre pour encore une fois les accentuer. Et c'est pas de la bête reprise du fanservice, quoi. Non, 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 il les réexploite, il les remet dedans et c'est différent. Voilà.
j'ai kiffé, j'en fous. Héloïse? Bah, en fait, moi, je pense que c'est vraiment purement sans avoir lu le livre et en me prenant un peu le truc, genre lors d'une soirée et tout, où moi, j'ai l'impression que j'ai passé un meilleur moment devant le deuxième, parce que c'était plus dynamique, que c'est plus divertissant. Et donc, ouais, moi, j'avais préféré celui-là pour des raisons purement subjectives et esthétiques aussi. Enfin, je sais pas si c'est d'esthétisme, mais genre du dynamisme, etc. Mais j'entends de ouf les critiques, et surtout après avoir vu d'autres adaptations et m'être un peu plus plongé dans le truc, effectivement, on n'aime pas Victor en fait. Et c'est lui le véritable monstre. Et donc du coup, c'est un peu facile de le rendre plus sympa. Mais c'est trop fun. Et 2 secondes pour juste parler du maquillage, enfin de l'esthétique de la bride de Frankenstein, qui est genre... De un, déjà tellement drag codé, mais ensuite, genre, mais elle est si belle. Et en plus, j'ai réalisé que c'était l'actrice qui jouait dans Mary Poppins. Bref, genre. C'est aussi la même actrice que Mary Shelley au début, parce que du coup, oui, je sais pas si on a remis l'accent dessus, mais en fait, le deuxième film s'ouvre sur cette fameuse rencontre avec Byron, Percy Shelley et pas Polidori, il était un peu effacé, mais c'est ok. Et Shelley qui explique, ah bah tiens, je vais vous raconter la suite. Et en fait, c'est la même actrice que la fiancée de Frankenstein à la fin. Bien vu. C'est vrai que c'est une notion importante à ajouter, ouais. Lucie, une défense? Bah oui, moi aussi j'ai bien aimé. Il y a un truc dont on a parlé avec Héloïse en sortant, que certes le film il était super bien en soi, mais que peut-être le fait de l'avoir vraiment mis dans le titre et sur l'affiche, la femme en grand, alors qu'elle a genre 18 secondes de screen time, pas ouf. Moi j'avoue que je l'ai attendu tout le long, et en soi le film il était vraiment bien. Notamment les scènes avec l'aveugle, etc., où on apprend à avoir un peu la véritable humanité au fond du monstre et tout. Mais c'est vrai que la Bride, j'avais un peu l'impression qu'elle était là pour faire joli et pour donner un prétexte au fait que le monstre se sent seul, plutôt que vraiment pour exister en tant que tel. Clairement. Ah, mais elle existe que pour ça, même dans toute... Après, c'est ça qui est intéressant aussi. Je pense que même... C'est ça qu'il la demande. Ouais, c'est la demande de... Ouais, mais là, je l'ai trouvé plus flagrant que dans Bride 2026. Où on lui donne un peu plus d'âme, et je ne vais pas défendre Bride 2026 parce que j'ai vraiment haï. Mais ce constat-là aussi, Bride 2026, c'est par rapport au film de Whale, et de dire ah bah elle est là pour 2 secondes et elle parle pas, mais qu'est-ce qu'elle a à dire? En sachant qu'elle était déjà, si on prend dans la chronologie de l'œuvre, de base dans l'œuvre de Shelley elle n'existe pas, ici elle existe pour 3 secondes, et dans Bride du coup... Voilà, il y a une progression qui se fait, mais... pour 2 heures et malheur. Je pense qu'il y a encore d'autres trucs à dire fun. Vas-y, Félicien. C'est vrai qu'on en a un peu parlé avec le monstre. On le montre beaucoup plus en fait que dans le premier film de Whale. Et on l'humanise peut-être un peu plus. On montre son côté un peu plus humain, notamment avec l'aveugle qui le considère... comme un être humain à part entière, donc c'est... Qui le voit pas surtout. Oui, mais du coup, le considère comme un être humain normal. Et donc, voilà, je trouvais que c'était intéressant d'un peu plus creuser cette figure du monstre par rapport au premier, où je trouvais justement, s'il y avait peut-être une petite critique à faire, c'est que le monstre était très très secondaire, comme j'avais dit tout à l'heure. Ici, on suit principalement le monstre, et c'est vrai que le titre... Pourquoi la fiancée de Frankenstein et pas juste Frankenstein 2 en fait, parce que je trouve que on a cette création de sa fiancée, etc., tout du long du film qui est omniprésente, mais et c'est intéressant parce que c'est quand même ça n'apporte pas grand chose. C'est quand même la spécificité du film. Encore une fois, les œuvres de Whale se distinguent beaucoup des livres, et ça c'est donc le gros écart, le pas de côté énorme qu'il fait par rapport au livre, c'est de la ressusciter, en fait, de faire qu'elle existe, et qu'en fait, c'est lui qui la tue. Donc ça rajoute en soi une dimension qui n'existait pas dans le livre. Peut-être pour ça, je sais pas, encore une fois, c'est difficile de se mettre à la peau d'un auteur. Ouais, bien sûr. C'est vrai que la fin, elle est pas mal, mais elle va beaucoup trop vite. Ouais, clairement. Il avait un moment, il fallait qu'il s'arrête à je sais pas quel temps fait le film. 71 minutes. Voilà, donc 1h12. Donc c'est très très court, et je pense à mon avis on lui avait dit ne dépasse pas 1h12, et il arrivait à la fin, il avait encore plein de choses à dire, et il a fait bah non. Et malheureusement ça va très très vite. Je sais pas, tu es un peu agressé par la fin, quoi. Ouais, non, clairement, et je suis 100% d'accord, mais ce qui m'intéresse dans le film, c'est le fait, en fait, dans l'œuvre originale de Shelley, on a une partie qui est racontée par Victor, c'est le 1, et on a la partie racontée par Frankenstein, qui arrive en fait sur le bateau. Vous avez vu du coup le Del Toro. Hein. Oui. C'est vraiment la partie où Frankenstein raconte, et donc c'est toute cette partie où il va raconter, etc. Et moi, dans le livre, c'est ma partie préférée.
Et j'avoue que dans le film, ça m'a un peu déçu parce que c'est très rapide, encore une fois. Toute la partie où il se découvre, où il apprend la littérature. En fait, dans le livre, vraiment ce moment où il découvre les mots, le sens des mots, que lui, en fait, aime ça, et qu'il arrive à exprimer ce qu'il aime, et que les mots, c'est pas suffisant. Toute cette dimension philosophique qui existe dans le livre, qui est totalement absente dans le film, mais au point que je me dis, en fait, cette partie-là, c'est juste pour nous dire, il est humain, en fait, regardez, c'est un humain comme un autre. Mais ça, c'est vrai que je trouvais qu'on pouvait s'en rendre compte dans l'œuvre de Whale tout entière, enfin en tout cas les deux Frankenstein. C'est un côté un peu précipité et qui du coup ne lui permet pas en 1h10 de traiter, enfin 2 fois 1h10 de traiter de sujets en profondeur, etc. Et donc on est tout le temps sur une surface. C'était lié aussi à son contexte de production. Oui, à mon avis, c'est le cas. À mon avis, c'est pour ça. Donc il y a pas de problème. Mais on lui a dit fais-moi un film. Pas trop un télo, hein, juste pour qu'on ait peur. Mais c'est vraiment ça. C'est ça. Il manque un peu un petit côté un peu plus profond. Ouais, absolument. On s'arrête ici. Et donc c'était La fiancée de Frankenstein, toujours par James Whale, avec Karloff notamment. Et je vais aussi citer donc Colin Clive, Valerie Hobson, Ernest Tessiger, et Elsa Lanchester. En 1935, on va faire un bond dans le temps directement pour le prochain film de Burton. Lightning is simply electricity. The cloud is angry, yes, making storm. All the electrons are saying, I am leaving you. I go to the land of opportunity. The ground says, yes, we need electrons trained in science, just like you. Come, welcome. So both sides start to build a ladder. This man, he comes out to look at the storm. He does not see the invisible ladders. When the two ladders meet, boom! The circuit is complete. And all of the electrons rush to the land of opportunity. This man is in the way. Ah! Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, Marco va nous parler de Frankenweenie. Oui, absolument. Donc Frankenweenie, c'est un Burton en stop motion, évidemment. Félicien nous parlera un peu justement des contextes de production, mais avant ça, un petit résumé du film. Autour de la table, on est 2 à l'avoir vu. Donc tu l'as vu aussi, pardon. Je l'ai vu, mais il y a très longtemps, mais je l'ai vu. Ok. On est 3 à l'avoir vu du coup. Et avant de passer au résumé, une petite question. On est sur Burton, votre Burton préféré, en animation. En animation, je précise. Ok. Juste ce matin, je refaisais à Eva mon amour pour Burton, car il faut sachez que j'étais une enfant. C'est Héloïse qui parle au cas où. Je suis une enfant de Burton. Enfin, j'étais obsédée par ces films. Et je lui ai montré Vincent ce matin. Voilà. Que j'ai beaucoup avec aimé. la vraie voix de Vincent Price. Donc, on a regardé la VF. Mais non. Non. Mais apparemment, elle était plus chantée. Et moi, je voulais retourner. Mais c'est pas le but de passer en enfance. C'est ma Madeleine de Proust. Voilà. Ma Madeleine de Proust, la VF. C'est non. Effectivement, elle était très belle. La VF ? Oui. Ah, ok. Mais oui, non, mais en VO, c'est Vincent Price, donc l'acteur qui. Hashtag méta. Ouais. Hashtag hyper méta. Vas-y. Burton préféré. Donc du coup, ce serait Vincent ? Vincent ou Les Noces funèbres, a priori, que je trouve excellent. Mais après, moi, j'adore tout. Donc voilà, mais je dirais parmi ces deux-là. Ok, super. Eva ? Figurez-vous que je n'en sais rien. C'est vrai ? Je suis pas une très très grande fan du cinéma de Burton. Enfin si, il y a des films qu'il a fait que j'aime beaucoup. Et, Si tu veux, dans les films alors plus films, on va dire ça comme ça. En prise de vue réelle. En prise de vue réelle, oui. Héloïse m'a fait découvrir Les Noces funèbres il y a pas longtemps. Je pense que c'est lui que je mettrais en premier. Après, moi, je sais que j'ai eu une énorme obsession sur Miss Peregrine. Et les enfants particuliers. Les enfants particuliers que je trouvais excellent quand j'avais. Ok, ouais. Moi, j'avais lu le livre, donc j'étais un peu déçu. Ah ouais. Merde. Mais bon, c'est voilà, chacun son appréciation d'une œuvre. Ok, super. Donc ce serait Miss Peregrine. Lucie ? Les Noces funèbres aussi. Après, j'en ai pas vu énormément, donc c'est difficile d'évaluer, mais j'avais bien aimé. Et en plus, c'était à une époque où j'étais pas trop dans les films d'animation, et c'est l'un des premiers films d'animation que j'ai vu, où je me suis dit « Ah, ok, quand même !» Ok. Validé. Feliciente ?
Bah écoute, je pense que je vais pas être très original. Vas-y. Parce que je crois que c'est Les Noces funèbres aussi, honnêtement. Oh, je regarde. tous des fans, tous des Noces Ouais, funèbres. ouais, Et autre ouais. chose, peut-être dans les films, du coup, en long métrage. Dans les longs métrages, je vais pas être très original non plus, parce qu'à mon avis, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Quoi Mais le fait que c'est les mêmes personnes, désolé, je pleure de rire, genre. C'est fou. Ouais, vous êtes les mêmes en fait. C'est ça. Et C'est ouais. ok. Et Moi, ouais. là, ici, je me rappelle tout d'un coup que dans Dark Shadows, c'est pas l'intro, mais au début, il y a Night in What's Happened des Moody Blues. Ouais. Et je voulais Joli, faire une petite dédicace parce que c'est absolument excellent et que je me souviens que quand j'ai vu Dark Shadows, j'étais en merci. Mais Dark Shadows, c'est trop fun aussi. Bref, tout. Edouard Main d'Argent, oui, tout. ouais. Ah ouais, Même, non, je suis pas du tout d'accord. Même Moi, je trouve Charlie et la que- chocolaterie. Mais stop. Mais moi, c'est parce que je J'adore. regardais ça quand j'étais petite, du coup, j'ai trop une. Mais moi, je pense qu'après, honnêtement, après Charlie et la chocolaterie, et pardon, après Les Noces funèbres, je regarde sa filmo ici. Il n'y a plus grand chose. Alice au Pays des Merveilles, je trouve que c'est raté. Dark Bah, Shadow, et je trouve que c'est raté. Frankenweenie, qui est Frankenweenie, 2012 quand qui même. est mon préféré du coup. Moi, en film d'animation préféré, c'est vraiment Frankenweenie qui est de loin mon préféré. Big Ace, voilà, oui. ça en plus. Miss Peregrine's enfants particuliers. Moi, j'avais pas aimé du tout. J'ai été le voir au cinéma. Dumbo, une catastrophe. Beetlejuice, sans commentaire. Voilà. Oui. Et avant, par contre, tous des chefs-d'œuvre. Donc, si on prend ta filmo à l'inverse, on a donc Charlie et la chocolaterie, Big Fish, Planète Ed des Wood. singes, Sleepy Hollow, un Sleepy chef-d'œuvre. Hollow. Ouais, je pense que ça fait Ouais. partie de mes films, Ah ouais, films oui, préférés oui, de oui. Christina Ricci. Mars Attack. Il la rend. Ouais. Ed Wood, je l'ai pas vu. Il paraît que c'est génial. Moi, je l'ai vu et j'avais bien aimé. Ouais, il paraît que c'est Ouais. cool. Pas vu. Batman le défi, trop rigolé. Edouard Main d'Argent. Ouais. Ça, je moi, j'aime ouais. beaucoup. Son moi. classique. Ah, Bah, c'est oui. son classique. Ouais, quoi, oui, c'est ça. Moi, c'est- Et Batman. Voilà, Batman, je vous avoue, c'est cool. Beetlejuice 1, voilà, c'est Il est celui qui le fait bien. connaître. Et le premier que je vois, que je connais pas du tout, du coup, c'est Pee-wee Big Adventure. Ouais. Voilà, je connais pas. Et C'est donc là. tu nous divulgages ton avis sur Frankenweenie. Oui, mais après, si on en parle ici, on avait beaucoup de choix. Donc, il y a beaucoup d'œuvres sur Frankenstein. Et Frankenweenie, c'est Félicien qui l'a proposé. Mais je vous avoue que moi, je l'avais déjà vu 2 fois avant. Là, je l'ai revu hier pour le podcast. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est voilà. bien. Donc, pour le faire en 2 mots, c'est Victor. Oh, tiens, Frankenstein. Oh, tiens. Hasard. Qui perd son chien. C'était un accident de baseball. Je vais pas le spoiler Imagine. plus que ça parce qu'il faut le voir. Et on est dans une ambiance Burton déjà, j'annonce. Tous les personnages sont hyper chelous. Je vous propose d'aller voir sur internet juste maintenant une image du film avec tous les personnages. C'est lunaire les personnages comme d'habitude. Et son chien est décédé et lui va le réanimer grâce à la science et grâce à un professeur allemand qui va lui montrer donc les joies du galvanisme. Et en fait, ça fonctionne de ouf. Et ce qui est drôle, c'est que pour Burton, il suffit d'avoir un cerf-volant, de l'électricité et tadam, on ressuscite les animaux. On est loin du grand laboratoire, expérience, etc. Dans la première incarnation, c'est le cas. Dans les autres, un cerf-volant, il s'est réglé, c'est hilarant d'ailleurs. Et donc toute l'histoire, il va ressusciter son chien. Et après, son ami, qui s'appelle Henri, enfin c'est pas son ami, une connaissance qui s'appelle Henri, va être intéressé par son projet, va lui demander de réitérer le projet et toutes les intrigues vont passer à partir de là. Félicien, c'est donc tu vas nous parler un peu du contexte et de l'œuvre en tant que telle. Oui, je peux juste dire déjà que on a déjà fait la filmographie de Burton en long et en large, donc Ouais. pas s'y attarder trop, mais c'est vrai que si on connaît un peu sa filmographie, on se rend bien compte que il aime beaucoup traiter des créatures mort-vivantes, mort-vivantes, c'est mort/vivante, et même en outre de la frontière entre la vie et la mort. Je ne citerai que les noces funèbres qu'on a multiplement citées aujourd'hui. Ouais, non, C'est tout clairement. le thème. Et même les personnages qui sont monstrueux, mis à l'écart, c'est aussi quelque chose qui est très Sa présent trame de dans son fond, ouais. cinéma, dans Miss Peregrine et les enfants en particulier. Le titre porte bien son nom. Eduardo Main d'Argent, etc. Donc voilà, je pense que toute sa filmographie est traversée par une influence frankensteinienne. Et alors, je disais aussi que le Victor de Frankenweenie, finalement, c'est un peu le miroir du jeune Tim Burton. Et par rapport à ça, justement, c'est aussi le miroir de Vincent, du coup. Il ressemble trait pour trait à Vincent, donc son premier court-métrage dont on parlait juste avant, et qui est effectivement, c'est un parallèle à chaque fois entre les trois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, oui, totalement. Même esthétiquement, c'est vrai que c'est Très similaire. très similaire. Et donc, parce qu'on a ce jeune garçon
qui est solitaire, qui est passionné de cinéma, parce que le film commence par une projection de sa composition à ses parents. Je pense que c'est pour ça que c'est mon film préféré, pour justement Ah oui, la scène totalement. d'ouverture qui est méta, Elle est crevée, magnifique. qui est- Et c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, parce que ça me fait penser au Frankenweenie de 1900, des années 80. J'ai oublié la date exacte, mais parce que du coup, le film, Tim Burton avait déjà réalisé un court-métrage qui traitait de la même histoire, donc d'un enfant qui 84. ressuscitait son chien, voilà, 84, qui était là en prise de vue réelle. Ouais. Et donc Moins fun. voilà, oui, c'est moins agréable à regarder, mais il travaille clairement à partir de cette œuvre-là. On peut même dire que c'est un remake de cette œuvre-là, beaucoup plus approfondi, Ouais, bien sûr. parce que c'est un long métrage et non plus un court métrage. Et il parle de plein de thématiques en plus, c'est pour ça. Ouais, Ah oui, clairement. Ouais. Héloïse, voilà. tu voulais dire un truc? En fait, je me suis rendu compte que j'avais grave oublié le film. Enfin, que je m'en Ok. souvenais pas tant que ça et c'est con, j'aurais dû le revoir. Mais en fait, juste quand vous parliez du lien avec Vincent, moi, je me souviens que j'avais vu des théories fans qui faisaient le lien avec Victor des Noces funèbres, où du coup, bien sûr. il y a son chien aussi. Emily lui ramène un chien. Et que les gens étaient en mode oh my god, mais en fait le Victor de Frankenweenie c'est Victor, enfin bref, et Et il y a aussi des parallèles avec L'étranger de Monsieur Jack, qui est pas Oui. de Burton, mais où il est directeur artistique Ouais, et ouais. quand même qui aide au scénario. Mais on a aussi ce chien, justement, cette figure du chien qui est mort, etc. c'est ça. Le mort qui revient à la vie, Ouais. toutes ces notions-là, évidemment. Ouais, du coup, ça rentre aussi dans la logique de un peu une sorte de métaphore filée à tracer dans le cinéma de Burton avec Frankenstein. Absolument. Voilà. Ouais. Juste parce que maintenant, on va s'amuser à faire un petit jeu pour le temps qui nous reste, c'est essayer de le retracer par rapport aux deux autres œuvres. Donc, est-ce que vous avez vu des points communs avec l'œuvre autre que le plot, etc. Est-ce que vous avez vu des petites références, ce genre de trucs, des trucs qui vous ont particulièrement touché par rapport soit à l'œuvre de Shelley ou par rapport à l'œuvre de Whale? Déjà, on peut commencer avec la plastique du film, toute cette imagerie gothique, avec un noir et blanc, clair-obscur. C'est clairement un hommage à l'œuvre de Whale. Absolument, et Puis on a, magnifique, d'ailleurs. oui, c'est ça. Et puis même dans les thèmes, on a le vieux labo dans le grenier. Ah ouais. Évidemment, c'est clairement une référence À l'œuvre de Whale. à l'œuvre de Whale, même Plan dans par le plan, labo. quasiment. Ah Ouais, oui, ouais, c'est ça, ouais. clairement. Même le vieux moulin à la fin, je pense. Ouais, il y a l'œuvre et- du moulin à la fin avec le moulin en feu par rapport à Whale. C'est ça, oui, complètement. Et puis, Il y a ce caniche aussi. On l'a pas cité, mais il est en fait le chien, Oui. Frankenweenie, est amoureux d'un caniche qui a la même coupe. Mais regardez sur la tête, c'est hilarant. La même coupe que la fiancée de Frankenstein, avec cette Ouais. espèce de trait blanc oui, qui remonte comme ça. effectivement. Ouais, C'est- ouais. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas possible, c'est si beau, c'est si beau. Mhm. C'est ça, en fait, il a poussé le détail vraiment à des petits trucs, mais pour rappeler, donc c'est une œuvre très personnelle, évidemment, qui n'a plus rien à voir quasiment avec l'œuvre de base donc de Shelley. Donc on n'a pas du tout ce rejet de sa création, justement, c'est même l'inverse. On a plus cette idée de la ressusciter les morts dans le but de ressusciter un être aimé. On n'est plus du tout sur l'idée de Marie Shelley de créer la vie, c'est l'idée de ressusciter la vie. C'est quand même deux notions qui sont Ouais, très différentes. totalement. Et surtout en stop motion, et je pense que Félicien, tu vas dire quelque chose par rapport à la stop motion et la réanimation. Oui, je peux parler de ça, effectivement. Ça fait partie de mes attributions. Non, mais c'est vrai que je lisais, du coup, pour me renseigner, un article écrit par Dick Tomasovic. On a eu tout un cours de cinéma d'animation avec Monsieur Tomasovic, qui nous expliquait que Frankenweenie était vraiment le climax du cinéma d'animation en stop motion et qu'on peut clairement faire un parallèle entre le cinéma et Frankenstein, et plus précisément du coup le cinéma d'animation. Parce que là, je cite M. Tomasovic qui dit dans son article que de la même manière que Frankenstein triture l'inanimé de la chair cadavérique pour lui rendre vie, l'animateur manipule le corps inerte de la figurine. Donc je pense que ça veut un peu tout dire. Et c'est vrai que même dans le cinéma en général, on nous fait souvent des parallèles avec Frankenstein, ne fût-ce que par cet assemblage de plans, par le montage, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et donc on va les assembler pour qu'ils se raccordent l'un avec l'autre. Ouais, par rapport à ça, c'est vrai qu'en fait toute l'œuvre est hyper méta. Donc déjà l'animation, c'est déjà une mise en abîme. Donc c'est-à-dire qu'on Clairement. voit la réalisation qui se fait, et en plus de ça, comme on l'a dit, la scène d'ouverture du film, qui pour moi est une scène absolument géniale. On a en fait Vincent qui montre à ses parents un film qu'il a fait en stop motion, c'est important de le mentionner aussi, avec Ouais. des figurines un peu à la Panique au village, si vous avez la ref, bref. Et donc il prend ces trucs et il mixe à la fois donc de l'image par image, et après il y a ce chien qui vient détruire tout. Et là on arrive dans soit de la prise de vue réelle. Donc on a déjà cette dimension de tiens, en fait on va jouer sur différents niveaux d'animation pour arriver à donner un film qui est totalement donc fabriqué, et c'est génial. Enfin, je pleurais de rire. Et on entend en côté de ça, donc on voit l'image avec c'est ma muet, donc on a des petites pancartes pour dire ce qui se passe.
Et en fond, on entend les rires donc des parents parce que dans le film, en fait, c'est intradigétique. Donc en fait, on entend le film, les parents qui regardent le film en même temps que nous et qui font des commentaires du film en même temps. Oh oui, ça c'est la table de grand-mère. Oh ça c'est le chandelier de grand-père. Oh ça et on a tout ce truc là de comment est-ce qu'on arrive à faire un film, les critiques par rapport à ça, le méta du film, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réalise les conditions de production. Puis on est sur une œuvre de stop motion, donc on a encore ces trucs qui viennent se mêler et c'est incroyablement. À la fois, c'est très facile à regarder, c'est-à-dire que c'est film d'animation. Moi, je l'ai regardé à sa sortie. Je me souviens que je l'avais été le voir au cinéma, au Grignou, j'avoue. Et j'avais surkiffé. Donc, j'avais une dizaine, j'avais 10-12 ans. Il est sorti en quoi, 2012, 2013 2012, ouais. 2012, donc ouais, j'avais 10 ans. Et j'ai été voir le film et j'avais trop kiffé. Genre, je m'étais dit, oh, c'est trop bien, moi aussi, je vais animer mon chien. Genre, peut-être pas comme ça, mais j'avais ce truc de me dire, oh ouais, ça a l'air trop cool, quoi. Et à côté de ça, maintenant, en tant qu'adulte, on regarde ça et on se dit, mais c'est génial, enfin. D'un point de vue méta, c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, totalement. Et en général, je pense que ça, c'est vrai que c'est à dire et à redire. Je pense que Tim Burton est le cinéaste qui travaille sur Frankenstein. J'avais noté ça aussi, je vois un peu plus bas. Quand j'ai regardé, du coup, la fiancée de Frankenstein, du coup, qui est un film de 1935, j'avais vraiment l'impression de voir un film de Tim Burton, quoi. Ah oui, clairement, autant dans clairement. surtout dans son esthétique. Un dernier point, c'est juste, je dis beaucoup de positifs sur le film. Il y a, pour moi, un léger point négatif, c'est le combat final qui est très américain, très normalisé, très rapide, mais qui rappelle quand même qu'on est dans un film, on va dire, pas à gros budget, mais un film pas de commande, mais un film Disney. Un film Disney, voilà, simplement. Et donc, il faut quand même que les gentils gagnent, les méchants perdent, et que tout redevienne comme avant, qu'il y ait un petit message un peu pourri derrière, mais c'est pas dramatique parce que tout le reste du film est vraiment parfait. Enfin, si on retire les 10 dernières minutes du film, le film est un pur chef-d'œuvre. Là, pour moi, meilleure adaptation. Mais les 10 minutes me font dire qu'il y a une autre adaptation qui est bien meilleure, dont on va parler maintenant, à part si quelqu'un a quelque chose à dire en plus. Non. Donc, c'était Frankenstein de Burton, sorti en 2012. I had determined that the memory of my evils should die with me. Some of what I will tell you is fact. Some is not. But it is all true. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et donc on enchaîne tout de suite avec l'une des œuvres les plus récentes de Frankenstein, si pas la plus récente, parce qu'on va oublier Braille de notre mémoire. Et donc il s'agit de Frankenstein de Guillermo del Toro, sorti en 2025, il y a maintenant 3-4 mois. En mettant en vedette donc notamment Oscar Isaac dans le rôle de Victor, Jacob Elordi dans La Créature, Mia Goth dans Elisabeth, et on a Félix Kammerer qui joue Henry, et Christophe Waltz, que vous voyez tous, j'imagine, qui fait notamment le dentiste dans Django. Je prends ça comme référence parce que c'est hilarant. C'est oui. Et oui, et donc il joue le financeur. Oui. Je prends un peu de temps pour expliquer les acteurs parce qu'évidemment c'est un gros casting. C'est un très gros film à 120 millions. Donc là, l'une des plus grosses productions Netflix. Et Del Toro, évidemment une petite question pour commencer, la même que pour Burton. Votre Del Toro détesté? Détesté. Attends. Parce que Del Toro a fait beaucoup de films. Vous pouvez dire aussi votre préféré pour commencer pendant que vous cherchez. En fait, j'en ai vu très peu. Oui, de même pour moi. Je vais dire le Gérard de Pan parce que le seul autre que j'ai vu c'est Frankenstein et Nightmare Alley. Oh, le frère Nightmare Alley. J'ai pas passé un mauvais moment, hein, mais bon, voilà. C'est lui qui avait fait Crimson Peak. J'avais bien aimé. Bizarre, mais... Putain, détesté, je sais pas. Ah, c'est dur, hein. On va commencer par votre préféré, peut-être, alors. Oui. Votre Del Toro préféré? Vas-y, va. Bah oui, comme je disais, le labyrinthe de Pan. Mais pareil, je l'ai vu il y a très longtemps. Je suis pas grande fan de Del Toro. Maintenant que je me souviens, il a quand même réuni à nouveau sur le grand écran Cate Blanchett et Rooney Mara. Oui. Pour Nightmare Alley. Et je pense que c'est la raison principale qui a fait que j'ai été voir ce film. Et tu l'as aimé? J'avais pas passé un mauvais moment, mais bon. Parce que moi j'avais vraiment détesté Nightmare Alley. Donc ça, moi, ça serait mon. Ah, c'est vrai que c'est lui ton. Ah ouais. Mais après, j'en avais pas vu beaucoup, donc voilà. Mais moi, j'avais passé un mauvais moment. Enfin, j'étais en mode enough. Mais mon préféré, effectivement, Labyrinthe de Pan, qui est comment ne pas être trop dithyrambique là-dessus, mais excellent, genre. La première fois que j'ai vu, moi j'ai eu peur. Mais oui. J'étais tout petit. Oui. Et j'étais terrifié par la créature. Oui. Mais je trouve que c'est tellement beau. Et puis en plus, le fait que ce soit en espagnol, enfin, le rapport à la maman et tout, c'est...
Il n'y a pas un défaut à ce film. Pour moi, c'est genre. Ouais, j'en vois un petit, moi, mais. Ah ouais, ouais. Mais j'entends que c'est un chef-d'œuvre. C'est son chef-d'œuvre, je pense vraiment. Ouais, vraiment. Félicien? Moi, j'aurais du mal à dire, franchement, parce que j'en ai vraiment pas vu beaucoup. Sinon, par contre, j'ai un film détesté. C'est pas un film, du coup, c'est Le Cabinet des Curiosités que j'ai regardé. J'ai même pas pu terminer tellement c'était nul, ouais. ça me débectait. Donc voilà, maintenant c'est pas réalisé par Del Toro ouais, ça, non c'est plus. pas, donc voilà. Mais oui, c'est vrai que je suis pas hyper familier avec l'œuvre de Del Toro. J'accepte, voilà. c'est pas grave, je suis le seul là. J'accepte mon statut. Mais quand j'écoutais, parce que tout ce que je vais pouvoir dire sur Del Toro aujourd'hui est tiré d'un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF. Ah voilà. oui. Je sais pas si vous voyez, mais donc. J'avais écouté sur. Ils avaient fait un truc sur Roshi. Ok, ouais. Roshi, Ok. sur Ghost in the Shell. Et tout ça pour dire que c'est vrai que. Et j'étais plutôt d'accord par rapport à ce que je peux voir sur les œuvres de Del Toro, c'est que Del Toro, c'est souvent un 6 sur 10, quoi. Genre, c'est souvent, non. c'est souvent des œuvres Ouais, je qu'on suis aime, d'accord. qu'on déteste pas, du coup, qu'on à mon aime tour, bien, mais je trouve qui qu'il y a rien sont. Voilà. je reviens dessus du coup. Mais parce oui, que sans je doute suis en que désaccord total. c'est critiquable, je suppose. Ouais. Lucie? Ben, en fait, j'en ai vu un seul et j'étais toute petite, donc je C'était pense quoi pas que mon avis serait très objectif. Bah, le labyrinthe de Pan. Et j'ai un souvenir d'avoir été terrifiée devant le tu vois film quand j'étais petite. Mais après, j'étais peut-être trop jeune, il faudrait que je le revoie Il y a avec une des scène yeux où il y a frais. des yeux du coup avec des Mais mains qui oui, sont un peu Ben, terrifiantes. j'ai ce souvenir-là et franchement, c'est le seul souvenir que j'en ai, donc je crois mon cerveau il a fait un déni carrément. Ah ouais. Oui, donc à mon tour, moi je pense avoir eu tout à filmer du coup. Je l'ai sous les yeux. Waouh. Il me manque les quatre je suis sur la page Letterboxd, mais les quatre du coup il a ses premiers, donc Mimic, Chronos qui est dans ma liste, dans ma liste, Mimic qui m'intéressait pas, et les deux derniers je connais pas du tout. Donc il a fait beaucoup de films, enfin il a pas fait beaucoup de films justement, il en a fait quoi, une douzaine de ce que je vois, ouais, il a fait une douzaine de films où il est vraiment réalisateur. Et mon préféré, c'est le fanzouz qui parle de films de vampires, parce qu'on n'a pas dit juste avant, mais je suis un gros fanzouz de films de vampires nuls, et je suis un gros fan de Blade. Oh, purée, Blade. Je sais pas si quelqu'un a vu autour de la table Blade. Absolument pas. Non plus. Alors c'est très mauvais, mais qu'est-ce que c'est bon. Enfin, voilà, si vous êtes né dans les années fin 90, normalement vous avez l'âge de commencer avec Blade et tout. Moi, c'est pas du tout le cas, mais juste, je suis un gros fan. J'ai commencé très jeune les films un peu horreur et tout ça, et Blade c'était un peu le faux film d'horreur. Il y a des créatures qui sont un peu dégueu, et donc on s'est dit, c'est parti. J'ai trop kiffé. Blade 2, c'est donc avec les créatures, trop aimé. Sinon, j'ai vraiment adoré La Forme de l'eau. Personne ne l'a dit, c'est un peu bizarre parce que c'est son entrée aux Oscars et tout ça, c'est son truc qui était un hommage à pas mal de trucs en même temps. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. Pacific Rim, qui est un gros blockbuster et tout ça, qui m'a fait bien rire. Il y a quoi d'autre que je peux citer? Hellboy, j'ai adoré les deux. Je vois ce que tu veux dire dans les 10 sur 10, tous ces films, mais Le Labyrinthe de Pan, je le coterais à 10 sur 10 du coup. Merci. La Forme de l'eau, ce serait un facile 8 sur 10. Tu vois, je veux dire, Pinocchio, c'est un super beau film, donc je peux pas le coter en dessous d'un 8 sur 10. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça serait 4 étoiles sur Letterboxd direct. Donc c'est un peu sévère. Et même Frankenstein, je trouve que c'est un très bon film. Je pense que c'est moi qui vais beaucoup le défendre, mais j'ai beaucoup aimé le film. Et donc, parlons un peu du film. Donc Frankenstein, c'est un projet de très longue date. Ça fait 30 ans qu'il travaille dessus. Félicien fera le contexte et tout ça. Moi, je vais m'occuper ici donc de résumer rapidement l'histoire que vous connaissez. Donc je vais résumer surtout les différences avec le roman. C'est l'œuvre, je pense, on peut en discuter autour de la table, qui est la plus fidèle à l'œuvre de Mary Shelley. Eva, toi qui as aussi lu le livre. Oui, D'un maintenant, point de vue de la voilà, forme, d'un point de vue de la forme, d'un point peut-être de pas vue de la du fond. forme, ok. Tu Parce que moi, m'accordes ce point? mes plus gros soucis avec le film, c'est des problèmes d'adaptation. Ouais. Il y a des trucs, Et des choix justement, c'est narratifs que je aussi- comprends absolument pas. C'est aussi une œuvre très personnelle par rapport à Del Toro et Mhm. à son cinéma, qui est donc un cinéma qui traite le monstrueux. Tous ces films, c'est un point commun, il y a toujours un monstrueux qui, en tout cas d'un point de vue ou l'autre, et qui va aussi traiter du coup de la figure paternelle, qui est sa deuxième grande thématique, et toute cette figure-là. Et donc dans le film, il va faire pas mal de modifications. Par exemple, Henri, dans le livre, qui était le meilleur ami, devient ici le frère. Le père, qui était, on va dire, normal, qui était même considéré comme un bon père dans le Oui, livre, oui. ici devient dramatique. Miyagos, c'est un personnage qui a été totalement créé donc, pour le film. Donc cette histoire d'amour, etc. Dans le livre, c'est quelque chose de très différent. En fait, c'est une cousine c'est- éloignée. C'est même pas une cousine, qu'elle c'est une doit gosse fiancer. qu'ils ont trouvée. C'est une fille de paysan en fait qu'ils accueillent chez Ah, eux. ok, ouais. Et, Je me trompe. donc oui, il y a pas de lien de famille, il y a pas de lien de sang à proprement parler. Donc Oui, et il y a juste. pas d'histoire d'amour. Enfin, ils sont amoureux, point quoi. Il y a pas de Mhm. cette question de charme, etc. Et dernier point important, c'est donc le rapport à Frankenstein et donc à cette paternité et tout ça. Dans le film de base, on est plus sur la création d'un individu Mhm. qui va moins être paternel mais plus divin.
je trouve, dans l'œuvre vraiment de base. Et ici, on est vraiment sur une œuvre paternelle. Il y a une relation au départ, en tout cas, il y a une relation au début où il va essayer de lui apprendre à faire des trucs et il va être déçu de sa création, et donc va la rejeter. Il va pas être dégoûté de sa création, il va la rejeter. Et dernier point qui pour moi est essentiel pour comprendre la différence, c'est le Frankenstein. Et pour moi, c'est là mon problème avec le film. Le Frankenstein n'est en aucun cas laid. Enfin, je suis désolé, mais Jacob Elordi est très, 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 très beau. Et même dans le film déguisé, on va dire, en Frankenstein, il reste très beau. Très beau. Ouais. Oui, ça reste une belle créature. Du monstre. Il a des abdos. Genre, il est incroyable, quoi. Parce que moi, j'avais vu une interview de Del Toro où il était en mode si je prends le temps de faire une créature, elle a intérêt à être belle. Et que c'est ce truc où. Moi, je trouvais ça logique. Moi, j'ai pas lu le livre, du coup, parce que je suis une mauvaise élève et que je n'ai pas eu le temps. Mais je comprends la logique de. En fait, le mec passe des années, du temps à faire ça, bah forcément qu'il a envie de faire une belle créature, mais qui en même temps a un côté particulier. Le fait qu'il y a quand même ce truc où il est plutôt blanc, que c'est un symbole de pureté aussi. Enfin, je trouve qu'il y a une analyse esthétique à faire aussi. Bah, le film a une patte graphique très, très, très Guillermo del Toresque, on dira. Et excellent, oui, pour le coup. Et aussi... moi, je force avec la création, la procréation. C'est même pas tant ça, c'est plus la figure maternelle, parce que tu parlais de la figure paternelle, c'est le cas, mais la figure maternelle, puisque du coup, note le truc un peu oedipien, freudien, voilà. Mais donc, l'actrice Mia Goth, qui joue Elisabeth, joue la maman aussi, et qu'il y a tout un aspect où la mère hante, à mes yeux, tout le film, ne serait-ce que par le choix du rouge, où en fait le seul personnage qui porte du rouge, c'est Victor, enfin autre que la mère donc, puisque la mère portait du rouge, elle décède, enfin spoiler, mais après bon voilà, c'est au début film, donc voilà. Oui. Et on voit que il n'a pas fait le deuil de sa mère, qu'il a toujours du rouge sur lui, enfin il y a ce jeu de couleurs qui est hyper intéressant, et surtout le fait que Elisabeth, autant que la mère, soit associée à la vie, et qu'il y ait du coup cette rencontre et le fait que le lien Elisabeth-créature, que je pense Eva, ça t'avait un peu agacé, mais moi je trouvais ça intéressant juste d'un point de vue la rencontre, espoir de vie face à quelqu'un qui représente la mort. Enfin, il y a plein de trucs métaphoriques qui sont bien faits, je trouve, chez Del Toro. Oui, absolument. Je pense qu'avant de rentrer dans l'œuvre plus que ça, Félicien, tu nous fais un petit contexte. Oui, totalement. Donc là, je vais m'inspirer du livre de Paul Hébert, qui a écrit sur... Enfin, je ne sais pas si je m'inspire de son livre, du coup, parce que c'est toujours mon podcast, c'est plus que de la SF, qui a donc invité Paul Hébert, qui a parlé en long et en large de l'œuvre de Guillermo del Toro, et plus précisément de son Frankenstein. Et donc, il nous disait que pour Guillermo del Toro, à 6 ans déjà, il découvre du coup le Frankenstein de James Whale. Et selon lui, en fait, il y a cette idée de l'âme pure, qui va être corrompu en fait au contact de l'humanité. Donc c'est comme ça qu'il lit le Frankenstein de James Whale. Puis après il lit plutôt du coup le livre de Mary Shelley. Et là en fait il y voit un récit en fait sur l'adolescence. Parce que pour lui, jusqu'au Frankenstein de Shelley, les monstres, ils font partie de l'inconscient collectif. Ce ne sont pas des événements. Le monstre de Frankenstein, du coup, lui, il est en inadéquation avec son temps. Pourquoi ? Parce que la créature, elle est soit trop en avance du fait de sa pureté, soit elle est trop en retard du fait de son caractère primitif. Et en fait, c'est ça qui en fait, selon Del Toro, un récit adolescent. Et puis, il y voit, sans surprise, un drame familial entre un père et son fils. Et je dis sans surprise puisque ça fait quand même un gros rapport entre la créature de Frankenstein et Victor Frankenstein dans son film. Et donc voilà, sinon juste un petit mot sur le monstre de Del Toro, enfin le monstre de Frankenstein par Del Toro, qui est inspiré des dessins anatomiques du XVIIIe siècle. Et il s'inspire aussi des dessins du monstre de Bernie Wrightson. Dans les comics du coup Marvel. Oui, c'est ça, donc dans les années 70. Et on a en fait une forme, on en parlait un peu tout à l'heure, un peu une texture de marbre en fait. Et justement, ça fait le lien dans le début du film. Je l'ai revu aussi hier du coup parce que tant qu'à faire autant le faire. Ouais. Mais dans le début du film, il y a une conversation avec son père et son père regarde, il est en train de triturer une figurine en marbre justement parce qu'il est en train de réciter et il dit à un moment donné, tiens, un corps c'est pas comme le marbre, ça saigne. Et il dit ça et c'est intéressant de voir justement après comme il crée un corps qui saigne et pourtant est en marbre. Enfin, je veux dire justement, toute cette notion-là par rapport à son père pour dire qu'il a traversé, c'est chouette. Totalement. On n'est pas d'accord sur ce film-là, pas du tout même. Non. C'est vrai. Moi, donc, je fais partie de ceux qui le défendent.
ardemment, mais on va commencer par Eva qui va l'attaquer et moi qui vais du coup attaquer Eva. Non, mais je peux entendre tout ce qu'il y a de très bien dans ce film, et à commencer par les décors qui sont absolument magnifiques. Moi, quand j'ai vu cette espèce d'énorme tour, j'étais prise de vertige, j'ai trouvé ça absolument, et même absolument magnifique. Salle, et la salle, et oui, non, franchement. Avec le cadavre qui est ouvert, avec les poids sur son corps pour essayer de tenir. Oh, c'était tellement beau. C'est tellement beau, et puis même les premiers tests de Frankenstein. Parce qu'il présente à l'UNIF, et puis après, quand il se rend compte que tiens, la solution, ce serait de mettre ça au-dessus, blablabla. Enfin bref, c'est beau. C'est vraiment magnifique, et ça, je peux absolument pas lui retirer. Et effectivement, si on va chercher les rapports à l'adaptation, c'est peut-être celui qui en est le plus fidèle. Mais moi, j'ai un gros problème avec le personnage d'Elisabeth. Je comprends pas pourquoi il est là, et justement parce que ça rend tous. À un moment donné, quand Frankenstein, le monstre de Frankenstein vient demander à Victor une compagne. Mais cette demande-là, elle est désespérée, quoi, parce qu'à part avec l'aveugle de chez qui il s'est fait chasser super brutalement, il n'a jamais eu de contact avec quelqu'un. C'est pour ça que la demande est aussi désespérée. C'est pour ça qu'il pète une case quand Victor lui dit non, en fait, je veux pas. Et donc cette relation-là entre le monstre et Elisabeth, elle m'a pas, je comprends bien tout ce qu'on peut, tous les rapports avec la maternité qu'on peut faire à ce niveau-là, mais voilà, je trouvais ça un peu spécial. Et puis la scène dans le confessionnal, pardon, mais gênant. Moi, j'ai détesté. C'est pas la pire pour moi. Non, c'est pas la pire clairement, mais j'ai bien soufflé, quoi. Mais oui, il y a un autre côté positif quand même que je peux donner, c'est mais on en parlait tantôt, il me semble, ou alors c'était en off, du fait que c'est celle qui pousse le plus loin la détestabilité de Victor. Là, vraiment, il est insupportable, et tu le vois bien, et encore plus dans la manière dont il jette le monstre, parce que dans le bouquin, il passe pas tellement autant de temps, et c'est vraiment parce qu'il est effrayé par sa création qu'il la rejette. Ici, c'est vraiment détestable, quoi. Sa créature, son monstre, effectivement, est très impressionnant, patati patata, mais il est là, il a réussi, et il vit, et il est doté d'intelligence, et il grandit, et il est sensible, et il est empathique. Enfin, c'est une petite boule d'amour, et il le prend du mauvais côté en la brusquant, la forçant, parce que ça va pas assez vite, parce que ça passe pas comme lui voudrait, et même peut-être un peu par jalousie. Ouais, c'est ça, mais on a vraiment une figure paternelle, et je trouve que la relation paternelle est hyper bien faite, quoi. Enfin, je crois à 100% à ça. Et Félicien voulait rebondir ? Oui, totalement. En fait, je trouve que le gros point fort de ce film, c'est clairement son traitement de ses personnages, et plus précisément du coup le traitement du personnage de Victor. C'est personnage masculin. Je serais d'accord avec Eva là-dessus. Oui, évidemment. Oui, je voulais dire ses personnages principaux, à savoir Victor Frankenstein et la créature, qui sont tous les deux hyper bien traités, et qui sont beaucoup plus approfondis que notamment dans le Frankenstein originel de Whale. Et j'aimais beaucoup la figure du créateur qui crée la créature, qui crée le monstre par sa souffrance. J'aimais aussi la créature qui, elle est complètement rejetée et qui va développer une forme de conscience de soi par l'expérience du monde, par sa rencontre avec l'aveugle, là, qui est hyper prenante, encore plus que dans la fiancée de Frankenstein, parce que tout est beaucoup plus développé. Et on reprochait tout à l'heure aux deux films de Whale que c'était peut-être un peu trop traité en surface de par un film qui est très rapide et très court. Ici, Del Toro prend le temps d'approfondir ses personnages, et autant le personnage de Victor que le personnage de la créature, et c'est ça que je trouvais intéressant. Et j'adorais ce qui est tiré du livre, mais cette idée d'avoir d'abord un regard, l'histoire racontée par Victor et puis l'histoire racontée par le monstre, c'est hyper bien fait. Ça, j'aimais surtout beaucoup. Au départ, on se dit que la créature est une créature, en sachant bien que c'est pas une bonne personne. Mais et après, quand on a le point de vue de la créature, c'est vraiment ce contrepoint, quoi. Oui, totalement. Ouais. Moi, par rapport à cette construction-là, je sais que du coup, j'ai regardé le film hier soir et j'étais très fatiguée. Donc, je sais pas si c'est parce que je suis dans mon RP rageuse, mais moi, j'étais un peu en mode c'est facile. Hein. C'est facile. Enfin, moi, je trouve que c'est un ressort narratif qui est un peu de ce truc de boucle. Enfin, le fait qu'il y ait cette boucle avec on commence avec le bateau, on reste sur le bateau tout du long. Ce truc après, on peut pas le reprocher au scénariste, en sachant que c'est l'œuvre du coup de Shelley. C'est ça. Et merde. Tu vois, mais c'est plus ça. Mais en fait, je m'étais fait la réflexion. Je m'étais dit, est-ce que Shelley le fait comme ça ? Mais en le voyant, j'étais un peu en mode
Genre, j'ai pas été estomaquée en voyant ça, genre juste. C'est vrai. Et du coup, comme c'est un peu ça qui portait le film, j'étais un peu en mode. Enfin, c'est pas que ça qui porte le film, mais j'étais un peu en mode. Oh, j'aurais voulu un truc un peu plus osé. Linéaire, quoi. Et Après- et aussi pas linéaire, en tout cas, qui joue avec une temporalité différemment. Mais après, c'est pas mal fait, c'est juste moi qui décide, qui a envie Ah de ouais, mais dire un totalement. point Mais négatif. Mais c'est vrai que. J'entends, mais non. Je ne t'accorde pas ce point, non. Purée. C'est vrai que je m'étais fait la réflexion quand j'avais vu le film, c'est que prendre une voix off dans un film, c'est toujours un peu délicat. Mais surtout- On est vite à un truc un peu lourdague. Moi, je m'en comprends. Maintenant, Je sais pas là, je trouvais que c'était pas forcément trop problématique, mais c'est vrai que c'est facile. C'est pas vraiment une voix off Voilà. parce qu'elle est quand même intradiégétique. C'est pas une voix off qui est extradiégétique, c'est une voix off qui est celle du capitaine qui commence à parler, qui raconte son histoire. C'est pas comme si c'était une voix off à la Orwell de Plus de égal 5, par exemple. Là là. Mais Oui, ouais. Qui est non, totalement bien en sûr. dehors du truc. C'est pas décontextualisé, Mais c'est c'est dans très un simple. contexte. Voilà. Ouais, Et- c'est ça, c'est simple, mais je trouve que c'est pas un défaut qu'on peut reprocher au film parce que sa complexité va dans son scénario et dans son traitement de Non, ses bien sûr. personnages. Ouais, bien sûr. Lucie, on t'a pas du tout entendu. Vas-y. Parce que je n'ai pas vu le film. Ah, c'est ça le secret. Donc c'est alors. pour ça que je suis toute silencieuse. Mais je Oh. prends je prends les avis que vous avez partagés et puis je vous ferai un retour en vrai. Parce que. Il faut le voir, il faut le voir. Mais oui. Franchement, je dans les pense. adaptations, c'est pour moi à la fois la plus fidèle, la plus personnelle de l'auteur. Mm. Comme on dit, la plus fidèle par rapport déjà au montage des idées, par rapport à la chronologie, on va dire, de Shelley. Ouais, complètement. Mais personnel parce qu'il arrive avec ces trucs, quoi. Mm. Ces trucs qui sont bien perso, qu'on a bien vu dans ses films. Et moi, c'est ça qui me plaît. Pour défendre l'œuvre, du coup, à fond. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la direction artistique du film. Je veux dire, en fait, on ne s'ennuie pas aussi dans le montage. Genre, le film dure 2h30. Moi, les 2h30, je les vois pas passer. Il y a un moment de longueur avec Victor, moi, qui me saoule un peu. À part ça, je veux dire, une fois qu'on est sur la partie de Frankenstein, ça déroule. Enfin, de Frankenstein. J'ai déjà été éliminé, donc ça va. De la créature. Oui. Et Victor est un personnage, je trouve, fascinant. Oscar Isaac est génial. Enfin, je suis pas un grand fan de l'acteur, mais là, dans le film, je reconnais qu'il a quand même un truc et qu'il est détestable au possible. Hein. Et on n'essaie pas de le rendre gentil, on n'essaie pas de le rendre bien comme dans Partie suprême. Non, c'est une méchante personne et on sait que c'est une méchante personne, c'est pas une bonne personne. Et la créature, c'est mon reproche du coup avec le film et ma limite avec le film, c'est Mia Goth, qui je trouve est pas si bien exploitée. Je trouve qu'elle aurait pu être beaucoup plus intéressante, prendre plus d'espace dans le récit et pas juste être le fantasme de l'un et la mère de l'autre. Enfin, Totalement. qui est à la fois. Ces deux terminaisons sont très poreuses. Et mon deuxième point négatif, c'est vrai qu'on n'a pas du tout dit, mais moi j'ai un problème avec les loups qui sont ultra numériques. Et quand j'entends un Del Toro qui dit Noia, Noia, Noia et qui lâche ces vieilles bouillasses numériques de loups qui sont vraiment dégueux, surtout que tout le film est excellemment beau, hein, mais juste cette scène-là était ignoble. Enfin, j'ai détesté. Tu verras du coup quand tu verras le film, mais il y a une scène de loups. Et les loups sont très numériques, trop numériques. Enfin, j'ai rien contre le numérique, mais là, un film qui est avec beaucoup d'effets pratiques manuels, on va dire à l'ancienne, arriver sur ça, tu te dis, faut pas. Puis je trouve que c'est un film aussi où justement la matérialité est hyper importante. Genre tu travailles quand même avec un personnage principal qui est composé de matière morte. Genre autant rester là-dessus, quoi. Mais je pense que c'est pas si c'est une question de budget, si c'est peut-être lui qui a voulu justement faire une critique du numérique, ça aussi me dit peut-être méta en fait. Mais quand il te lâche après un interview, Noia, voilà. Surtout, c'est hypocrite ça je trouve, mais bon. Ouais. C'était donc Frankenstein de Guillermo del Toro, désolé, avec Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, etc., casting 3 étoiles. On vous recommande quand même de le regarder, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Oui. Il est au minimum beau. Oui, c'est ça. Au pire, un peu détestable sur certains aspects. Et on enchaîne tout de suite donc avec le plus récent, le plus adoré par nous tous et nous toutes, le meilleur des meilleurs, la crème de la crème, Bride, donc de Maggie. Can anybody help me? Please. I didn't want this. I didn't want any of this! Please. Help. Help. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images secondes, un podcast ciné étudiant. Et on va tout de suite enchaîner avec The Bride de Maggie Gyllenhaal. Et je vais vous mettre un peu le récit en bouche en lisant le petit résumé de Allociné.
Ouais, personne ne voulait faire ce résumé. J'annonce. Vraiment, on a procrastiné pour ça, ça va être atroce. Donc trigger warning, les 10 prochaines minutes vont être atroces. Pas plus que 10. Oh mon Dieu, non. Rongé par la solitude, Frank se rend à Chicago dans les années 30 et demande au docteur Euphronius, scientifique visionnaire, de lui créer une compagne. Ensemble, ils ressuscitent une jeune femme assassinée et la fiancée prend vie. Mais la suite des événements dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Meurtre, possession et un couple hors la loi qui se retrouve au centre d'un mouvement radical et débridé et une histoire d'amour passionnelle et tumultueuse. Ça a l'air presque chouette, lu comme ça. Non, il y a déjà des gros problèmes. On voit tous les problèmes qui vont arriver. Donc, on a peu de temps pour celui-ci parce qu'on doit se dépêcher. Et autant commencer donc, par la personne qui a le plus adoré le film, moi. Avec quelle note ? Avec une note de 1 sur 5. Voilà. Wow. Alors, le film, je vais pas aller sur la cata, je vais aller sur uniquement le positif que je sors du film parce qu'il y a quasiment pas de positif. Donc, il faut quand même le tirer, on va dire un peu. Je sauve un jeu d'actrice. Ouais, un jeu d'actrice. C'est celui donc de Cornelia Euphronius, donc le docteur, qui, je trouve, est un personnage qui est ok, son histoire est ok, et son jeu d'actrice surtout est vachement Moi, je trouve ok. pas du tout. C'est vrai. Moi, je trouve que sa ligne. Ces dialogues sont atroces. Ah non, tous les dialogues. Oui, tous les dialogues. Non, mais oui, c'est ça. Je parle pas du dialogue. ceux qui m'ont le plus marqué, c'est ceux de cette médecin-là. Le personnage est horriblement caractérisé, il est pas ouf. L'actrice joue bien. J'essaye de sauver ce qu'il y a à sauver. Ok. Tu fais de ton mieux, c'est ok. Voilà. Le reste est pour moi l'un des pires déchets industriels de tous les temps, surtout sur une note fantastique. Surtout avec un budget pareil. Bref. Surtout par Maggie. Surtout par Maggie. Et on commence par Maggie du coup. Vas-y Eva, Maggie. On aime Maggie, on n'aime pas Maggie Moi j'aime beaucoup, mais Héloïse vous en parlera beaucoup mieux parce que c'est elle, la femme de secrétarie. Oui, actrice. Mais oui. Non mais en fait, déjà, pour moi, on peut voir la qualité du film avec la qualité de la promo de ce dernier qui est nulle. Moi, il m'a quand même donné envie. Inutile. Non, moi pas. Moi, la bande-annonce me paraissait pas dégueu. Même ça, moi, j'étais un peu en mode Burke. Mais en fait, moi, vraiment, le truc de Maggie Gyllenhaal... En fait, la promo peut se résumer à Maggie qui est en mode genre... qui repart du film de Whale et qui dit Yeah, the bride of Frankenstein was in it for only 2 minutes and she doesn't say a word. And like, I want to know what she has to say. So I made a movie. And that's it. Et vraiment, et she went with that, et c'est non, genre. Et de ce truc à la Joker, genre, enfin, le film est aléatoire au possible, enfin, le bail de la mafia, enfin, il n'y a rien qui va, ne serait-ce que dans le scénar, pardon, avec mes apocryphes, mais voilà. Non, et merci. Et aussi, gros point, irrespectueux pour Mary Shelley. Moi, j'étais, mais outrée par parce que du coup il y a le personnage de Mary Shelley qui possède un peu la mariée, enfin la fiancée, pardon. Et quelle horreur, genre. Quelle horreur. Quelle horreur autant scénaristiquement que plastiquement. Oui. C'est laid, mais laid. Cette espèce de top shot qui remonte, qui descend avec des flashs lumineux parce que c'est sobostroptique. J'arrive pas à dire ce mot, tant pis. Vraiment, ce truc c'est ignoble. Oui, didactisme. Mais c'est ça, oui, super didactisme. Mais genre, elle essaye de. Enfin, son histoire tombe à plat et elle essaye de dire regardez, je fais quand même un peu de cinéma. Genre, la deuxième scène de danse, elle fait un cadrage un peu décalé. Ouh, c'est décadent. La scène de danse, on en parlait tout à l'heure avant de commencer. C'est un film qui se prétend être un film de cinéma, mais c'est un film de TV, quoi. Et j'ai aucun jugement, tu vois, mais c'est un téléfilm. Ouais. C'est un téléfilm. C'est des gros plans à longueur de temps, c'est des chants contre chants pour tous les dialogues interminables. Il y a jamais de profondeur de chant. Il y a tout le temps une vieille musique constante comme dans Plus belle la vie. Enfin, ça vole vraiment très très bas en termes de mise en scène. Ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment pas agréable à regarder au cinéma, en fait. C'est vraiment le genre de film que tu passes sur Canal+. Ouais, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, Plus belle la vie, aucun souci, parce que c'est un film qui ne se prétend pas de cinéma. Là, on a un film. C'est pas un film surtout. C'est ça, ouais, pardon. Mais alors qu'ici, on est sur un film qui se présente au cinéma. C'est un film de cinéma et avec des gros acteurs, avec un budget quand même assez important. Jessie Buckley. Et on est. Christian Bale. Et tu regardes ça, t'es sur le cul, quoi. Je suis désolé, mais. C'est ça.
Ouais, Mais même pour revenir sur le truc du didactisme, la scène où il se déshabille pour aller ramasser 2-3 pièces dans une fontaine. Et l'eau, elle arrive à sa cheville, genre. Mais c'est ça, c'est complètement fou. Et t'arrives à voir tous les mécanismes qu'elle met en place pour arriver là où elle veut. Et je trouve que c'est grossier. Mais on dirait qu'elle veut créer des séquences inoubliables. Exactement. Alors que... Oui. Non, ça marche pas, quoi. J'ai l'impression que le film essaie d'être une carte postale de l'œuvre un peu. C'est une œuvre somme qui apprend chaque œuvre avant et qui comprend son matériau originel pour arriver à une œuvre qui conclut en fait ce que doit être la fiancée de Bride. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé d'un sujet important, le féminisme. Oui, j'allais lancer. Une clé de voûte du féminisme. Et donc c'est très mal de ma part, enfin en tant qu'homme, de parler du coup de féminisme. Donc je laisse ça évidemment à nos chères podcasteuses. Et donc allez-y parce que sur cette question-là, je suis sorti du film. Je me suis même dit au départ je voulais mettre 0 et je me suis dit Marco tu peux mettre 0, t'as vu pire dans ta vie. Et ouais, allez-y. Ouais. Non, c'était trop grave. En fait, on dirait que, comme on l'a dit tout à l'heure, elle veut complètement remoderniser l'histoire et avoir un peu une vengeance pour ce personnage qui a eu 18 secondes de temps d'écran en 1935 là. Et en soi, l'intention n'est pas mauvaise, mais c'est très maladroitement fait, dans le sens où il y a des questions de féminisme qui sont abordées sur 2 scènes à tout casser, il n'y a aucun enjeu. Ça veut un peu faire comme Héloïse disait tout à l'heure et qu'on s'est dit en sortant de la salle, reprendre l'idée du Joker en mode « Oh, ce mec est torturé, mais en fait, il inspire d'autres gens, il a éveillé les consciences et tout. » Mais ça n'a aucune incidence sur le plot. C'est-à-dire qu'on voit juste un plan de madame qui se maquille comme elle avec le rouge à lèvres noir, en plus qui... Bon, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Tout est laid, ça. Genre, ça n'a aucune incidence sur les personnages. La Bride, elle va jamais savoir qu'elle est devenue une icône pour ses meufs et on ne sait même pas en quoi elle est devenue une icône parce qu'elle est présentée comme complètement crazy, tout comme Mary Shelley d'ailleurs, qui sont présentées comme totalement... Enfin, je trouve ça casse la légitimité. J'irais même du truc. jusqu'au mot hystérique. Mais complètement. Mais ça en devient insultant. Non, vraiment. Complètement. Et je dis un hystérique exprès, parce que justement, il a une connotation qui c'est exactement ça. Et je pense que c'est... Enfin, tout le monde y a pensé. Et il y a aussi ce truc en parallèle. Donc, on veut présenter les personnages comme des personnages féminins forts et à côté la Bride elle passe la moitié du film à proposer des blowjobs à Frankie à lui dire viens on va coucher ensemble tu te sentiras mieux alors que il est supposé être trauma et tout, enfin j'ai trouvé ça mais d'un ridicule et je trouvais que ça cassait tout le reste du discours qu'il y avait complètement. C'est ça. Eva, tu veux rebondir? Mais je voulais rebondir sur le en fait, le fait qu'il y a plein de trucs de féministes à aller chercher chez Frankenstein, déjà parce que... parce qu'il est quasiment absent. Quand Victor, dans le bouquin de Shelley, refuse de créer de lui créer une compagne à son monstre, il dit des trucs vachement hardcore et qui pourraient être repris et retravaillés à ce niveau-là aussi, qu'il n'a pas du tout et qui a pas du tout été fait parce que forcément ça choquerait et puis que la médecin est une... Enfin, la scientifique qui la ramène à la vie est une femme, mais des trucs du style... Voilà, Victor qui craint que ses désirs féminins désinhibés puissent être sadiques, qu'ils deviennent 10 000 fois plus maléfiques ou encore qu'ils puissent faire valoir le droit révolutionnaire de déterminer sa propre existence. Et en soi, Maggie aurait pu faire quelque chose de bien avec ça, avec son délire du Joker. Et en fait, non, elle est partie sur un truc super bankable qui n'a... Enfin, en rajoutant cette intrigue autour de la mafia qui perd tout à fait son propos. Et puis même quand la première scène de danse, quand ils vont dans une boîte de nuit avec Frankie. Oh purée. Et il y a le 2 plus 2 égale 5 dessus. Et qu'il est un peu... Je sais pas si vous l'avez vu, mais le 2 plus 2 égale 5 par rapport à Orwell, je me suis dit, en fait c'est ça, tout est lié. Mais qu'il est, il est tout pas content et tout un peu fâché au début qu'elle soit super dévergondée, il est un peu déstabilisé. Et c'est justement, ça revient sur ce truc de... non, pourquoi est-ce que tu... Enfin, je comprends pas vraiment ce que Maggie a essayé de faire ici, c'est complètement fou. Mais moi j'allais juste rapidement parler de la promo et du fait que Jessie Buckley avait parlé du fait qu'elle avait joué Mary Shelley enceinte, juste clin d'œil pour ma partie création pour création parce que du coup rien que dans la promotion du film de Bride il y a à nouveau ce truc de oh my god mais en fait quand j'étais en train de jouer cette femme qui a créé l'œuvre, je procréais moi-même, bref voilà. Et aussi elle parle du fait que tant pour elle dans son jeu et Maggie dans son intention que c'est aussi qu'est-ce qu'on va laisser à nos filles. Je fais ce film pour ma fille, pour mes enfants, qu'est-ce que je leur laisse. Et vraiment le fait qu'il y a genre R juste un seul, mais c'est tellement vide et moi je serais un peu triste que ce soit ça que ma mère me laisse, voilà. Désolée. Je suis d'accord. Un dernier mot de la fin, quelqu'un? Cringe. Cringe, dialogue. Cringe ouais, vraiment. Et honteux, n'allez pas voir ce film. Donc c'était Bride de Maggie Gyllenhaal avec notamment Christian Bale et Penelope Cruz et Jessie Buckley. Oui, c'est vrai, Penelope Cruz. Oui, on va pas la citer parce que justement
il y aura aussi moyen de cracher sur elle encore un bout de temps. Alors que j'adore Penelope Cruz. Hein. Genre, Non, vraiment, mais je suis d'accord. Cette figure de l'inspectrice, c'est bon. pareil, en mode Femme forte. Voilà, n'allez donc pas voir ce film. Et surtout que c'est notre film sur lequel on se base sur tout le reste. Hein. Donc, par rapport au reste, on est tous d'accord pour dire que c'est le pire de loin. Oui. Merci. Et donc, on va terminer ce magnifique podcast avec les questions philosophiques que Lucie nous a préparées. Bonjour, vous êtes bien sûr 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast ciné. Et on va donc écouter Lucie qui va nous parler du caractère philosophique de l'œuvre de Frankenstein. J'ai décidé d'aborder l'œuvre de Shelley sous le point de vue du transhumanisme et un peu les questions éthiques que l'autrice a décidé d'aborder. Mais d'abord, je vais faire un petit rappel sur ce qu'est le transhumanisme. C'est un mouvement qui, en fait, avance que les sciences peuvent améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains, autant pour les libérer du handicap, de la souffrance, de la maladie, du vieillissement et voire même de la mort, ce qui est pertinent ici dans le cas de ce podcast. Et donc, c'est vraiment l'idée de pousser l'homme au-delà de sa condition de mortel. Et c'est complètement pertinent en fait ici parce que on en a déjà parlé tout à l'heure, mais en fait à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque de Shelley, il y a la pratique du galvanisme qui se développe. Ça vient d'un scientifique italien qui a commencé ça dans les années 1880 et qui a en fait découvert qu'en mettant des courants d'électricité à basse tension sur les organes d'animaux, ça peut les animer, les faire bouger. Comment est-ce qu'il a découvert ça ? Je préfère pas savoir. Franchement, je pense qu'il a beaucoup de temps à perdre en fait. Et par la suite, ça a mené à des expérimentations sur des condamnés en prison. Et ça a permis de faire évoluer la science, notamment pour voir les muscles du visage, comment ils permettent d'animer nos émotions, etc. Et il y a un médecin de l'époque qui a avancé que l'excitation électrique du cerveau d'une personne décapitée provoquait certainement des sensations, des états de conscience et des douleurs, et qu'il était donc immoral et contraire aux mœurs de martyriser ainsi un corps humain après la mort. Voilà. L'ambiance assez lugubre. Et Mary Shelley elle-même, dans la préface de la 3e édition de Frankenstein, écrit que peut-être on parviendrait un jour à ranimer un cadavre, le galvanisme portait à y croire. Peut-être serait-il possible de fabriquer les différentes parties d'un être, de les assembler et de leur insuffler une chaleur vitale. Donc c'est complètement raccord avec ce courant scientifique de l'époque. Et ce chaleur vitale qu'elle emploie donc dans sa note, ça rappelle complètement ce que Eva disait tout à l'heure avec le rêve qu'elle a eu de son bébé mort et qu'elle ramenait à la vie en le mettant auprès du feu pour lui redonner chaleur. C'est chouette, ça. Et donc, dans Frankenstein, on va vraiment avoir une approche de la vie comme possible d'être créée de manière donc mécanique. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le matérialisme, etc. Le fait d'être vraiment avec de la chair, du physique. Et ça s'oppose complètement au point de vue du vitalisme, qui voit le vivant comme plus qu'un corps qui est simplement animé par des phénomènes physico-chimiques. Ça pense vraiment la vie comme un phénomène surnaturel et qui est en fait exclusif au divin. C'est-à-dire que seul Dieu ou les dieux, selon la religion, peuvent insuffler la vie. Et c'est donc en fait dans cette situation de débat entre matérialiste et vitaliste que Shelley a écrit son roman. Et c'est une question qui est un peu une trame de fond sur pas mal de romans. Oui, on sent complètement l'influence de ce débat-là dans son écriture. Et donc, déjà au XIXe siècle, il y a donc cette idée dans le discours public de prolonger la vie humaine par la mécanique et la technique. Et c'était déjà à l'époque source d'inquiétude, notamment éthique et morale, parce qu'à l'époque, les chrétiens ils s'y opposaient complètement, parce que c'était, selon eux, une manière de venir en travers de la volonté de Dieu, qui était le seul à avoir vraiment le sort des humains entre ses mains. Et pour continuer sur cette idée, Shelley, comme l'a dit Félicien tout à l'heure, a sous-titré son œuvre Prométhée moderne, parce qu'il y a vraiment un parallèle en fait, qui est récurrent dans son œuvre entre le docteur Frankenstein et le titan Prométhée. Donc pour rappel, dans le mythe grec, Prométhée vole le feu sacré de l'Olympe aux dieux pour l'offrir aux hommes, parce qu'en fait il voit que les hommes face aux animaux ils vont pas savoir faire face et qu'ils en ont plus pour longtemps. Et donc le feu c'est vraiment une source précieuse d'énergie, donc il va le voler pour leur donner, et ça va véritablement changer la trajectoire en fait de l'humanité, parce que ça va leur permettre d'assurer leur survie, mais surtout en plus de vraiment commencer pour eux à développer la civilisation.
par le développement de la technique. Et pour cela, Prométhée va être puni éternellement par Zeus. Il est condamné à être attaché au mont Caucase, qui est un mont en Inde. Et il y a tous les jours un aigle qui va venir lui rendre visite et qui va lui manger le foie. Ça, c'est fun quand même. Et son foie va repousser pendant la nuit pour que l'aigle, le lendemain, revienne et lui remange le foie. Donc voilà, c'est vraiment. Franchement, ils avaient le sens du fun en tout cas. Complètement. Ils étaient très créatifs au niveau des punitions et tout ça. Vraiment, les dieux, ils avaient aussi du temps à perdre, je pense. Maggie. Voilà. On a des idées. Et donc, par cette référence à Prométhée dans le sous-titre, Shelley fait complètement le rapprochement en fait, entre son histoire de Frankenstein et le mythe grec, dans le sens où le docteur Frankenstein, en insufflant la vie à quelque chose qui est censé être mort, va lui-même défier Dieu, en fait, parce qu'il ne va plus être le seul à avoir ce droit de vie ou de mort sur les humains. Le docteur va, lui, avoir ce droit également. Et tout comme Prométhée, il va finir par être puni pour s'être opposé à la nature des choses, à comment les choses doivent se faire. Il y a également la symbolique du feu qui est présente chez Prométhée, donc le feu qui a été volé. Chez Frankenstein, c'est le feu qui va amener à la perte de la créature. On a parlé tout à l'heure de la scène où Frankenstein est brûlé, je pense, vif. Ouais. Et encore une fois, on l'a aussi dit tout à l'heure, donc je fais une sorte de conclusion en fait de ce podcast. Frankenstein appelle véritablement à se méfier d'un monde qui est hyper rationalisé et qui utilise en fait la science pour répondre à tout et ne jure que par celle-ci. Et Shelley va donc ouvrir la réflexion dans son livre. Est-ce que la science peut vraiment se mêler de tout ? Est-ce qu'il n'y a pas des limites ? Et c'est par là qu'on peut commencer à soulever des questions éthiques, notamment qu'on ne peut pas considérer la science sans penser à l'éthique. On ne peut pas rationaliser à 100% cette discipline, même si elle se veut profondément objective, parce que les hommes qui l'exercent, ils sont toujours incarnés dans un milieu, ils agissent toujours sur base de leur expérience personnelle de la vie, de leur existence. Et j'ai trouvé une autrice qui est également psychanalyste et qui a beaucoup travaillé sur les questions de biologie et éthique, qui dit, et je cite, « Frankenstein nous rappelle qu'en dépit de l'apparente extériorité de la technique, ce sont les hommes qui la font, avec leur savoir, leur intelligence et aussi leur inconscient. Aucune science n'est exempte dans ses outils. Le choix de ses objets et de son vocabulaire, des questions inconscientes qui traversent une génération. » Et donc cette autrice, c'est Monette Vacquin, qui travaille beaucoup sur la procréation assistée, hashtag tout est lié, ouais. Louise, qui travaille aussi sur le clonage et les soins palliatifs. Donc voilà. Et elle propose que l'éthique doit pouvoir permettre de baliser les recherches, et c'est d'ailleurs en raccord avec les idées du postmodernisme de ne plus penser la rationalisation et le progrès comme forcément bon. Ouais. Et toujours selon Monette Vacquin, à travers les circonstances d'écriture de son livre, Shelley va nous dire en fait qu'un cocktail d'amour et de raison aurait dû faire le bonheur de l'humanité, mais que ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une sorte de fanatisme de la raison qui devient totalitaire et paranoïaque, dans le sens où on va rechercher le bonheur de l'espèce humaine par l'immortalité, en poussant à l'extrême la rationalisation par la science plutôt que par l'amour. Donc on peut commencer à avoir certaines réflexions éthiques en lisant ce livre ou en regardant les films de Frankenstein, de savoir jusqu'où on peut pousser la science. Par exemple, dans le cas des personnes handicapées, on voit notamment avec les prothèses robotisées, c'est complètement OK. Je pense aussi aux greffes de cœur. On commence à développer des cœurs artificiels. Ça, ouais. Franchement, c'est génial. La science, c'est incroyable parfois. Mais jusqu'où on peut pousser ça, surtout que ça peut mener à de nouveaux conflits et des nouveaux rapports de pouvoir, notamment à certaines personnes qui auraient plus accès à cela que d'autres. Comment savoir qui a plus de mérite d'être soigné que quelqu'un d'autre. Voilà, notamment dans la médecine régénérative, il y a aussi cette idée qui est beaucoup posée par les médecins de savoir comment on va prendre soin de notre corps quand on sait que tout est aussi facilement remplaçable. Ouais. Et donc aujourd'hui, plus de 200 ans plus tard, la question du transhumanisme tel que Shelley l'a soulevé est encore totalement d'actualité, avec le développement de l'IA par exemple et les innovations constantes en médecine, notamment avec la biogénétique, la conception artificielle, etc. La réflexion que propose Mary Shelley dans son livre fait encore complètement écho. Et un dernier parallèle qui est intéressant, c'est Victor Frankenstein, il est complètement dépassé par sa créature, comme aujourd'hui, nous, on se retrouve complètement dépassé avec l'IA, en fait, qui évolue beaucoup plus vite que ce qu'on apprend à manipuler. Et on n'a encore pas vraiment de régulation de cet outil. Donc voilà, la conclusion, la technologie évolue toujours plus vite que la morale, et le devoir de la communauté humaine est de définir et de fixer méthodes et contraintes nécessaires pour que les bornes du possible restent infranchies.
Incroyable. Merci Lucie. Merci. Trop bien. Donc Gros on va cerveau. ici conclure ce podcast. Donc merci évidemment à vous d'avoir fait ce petit portrait, retracé en fait historiquement et à travers les différents auteurs, donc Frankenstein. J'espère qu'on a bien fait ça, vous nous direz. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour les actus, encore une fois jeudi midi. Et vous étiez sur 24 images secondes, un podcast ciné. Bisous. Bisous. Bye bye.